Chapitre 21. Sanchez ne fut pas franchement ravi de voir Jessica revenir au tapioca une deuxième fois ce jour-là. La première fois, elle s'était montrée assez désagréable et, après l'avoir méprisé, lui, son sauveur, elle était partie avec Jeff. Il fut donc surpris de la voir réapparaître d'humeur plus amicale qu'auparavant. Il n'y avait pas grand monde dans le bar, et Muka s'occupait du service tandis que Sanchez, assis au comptoir, côté client, sirotait un verre de sa meilleure bière. Jessica alla droit vers lui. Elle était vêtue avec la même tenue de ninja noir qu'auparavant. C'était du reste ces mêmes habits qu'elle portait le soir où Sanchez l'avait vue pour la première fois 5 ans auparavant. En fait, il ne l'avait jamais vue vêtue d'autres habits, mais sans doute n'en avait-elle pas d'autres, du moins pas à sa connaissance. Ses vêtements avaient été réduits en loques par les impacts de balles, mais Audrey, la belle-sœur de Sanchez, avait réussi l'exploit de les rapiécer à merveille. « Alors, Sanchez, dit Jessica en s'asseyant à ses côtés au comptoir, tu voudras bien m'offrir un verre et me dire qui je suis ?» Bien qu'il répugnait à se l'avouer, Sanchez était heureux qu'elle s'intéresse soudain à lui. Il avait pensé à elle à de très nombreuses reprises depuis leur première rencontre. Elle était la plus belle femme qu'il n'eût jamais vue, mais aussi la plus passionnante. Cela faisait alors 5 ans qu'il la connaissait, et pourtant, il ne savait quasiment rien sur elle. Durant ces 5 années qui les séparaient de la nuit du massacre, elle n'avait été consciente que quelques heures, celles justement qui venaient de s'écouler. « Muka, sers quelque chose à la demoiselle. »« Ok, patron. Ce sera quoi pour la petite dame ?»« Un Bloody Mary. C'est parti. » Pendant que Muka préparait le cocktail, Sanchez adressa à Jessica force, regard et sourire. Après une minute passée à rechercher les ingrédients du Bloody Mary dans les tâtements de bouteilles et de verres, Muka posa un verre rempli d'un liquide rouge devant Jessica. « Il y a des glaçons là-dedans » demanda-t-elle, sachant parfaitement qu'il n'y en avait pas. « Vous m'avez vu en mettre » fut la réponse sarcastique de Muka. « Mets des putains de glaçons dans le verre de la dame, bordel de merde » mugit Sanchez. Muka s'exécuta, non sans proférer quelques jurons entre ses dents, juste assez fort pour que son patron l'entende. « Excuse-le, Jessica » dit Sanchez avec son plus beau sourire. Il n'envisageait qu'un seul moyen de débuter la conversation. C'était de lui poser une question la concernant. Il inspira profondément et lança la dernière chose qui lui vint à l'esprit. « Enfin, alors, dis-moi un peu, comment ça se fait que je te connais depuis 5 ans et que je ne te connais pas du tout ?»« Oh, c'est pas possible. Et si on gagnait du temps en s'épargnant les petites phrases, hein ?» Ça allait être dur, mais Sanchez n'avait pas l'intention de raccrocher avant d'avoir tout essayé. « D'accord, répondit-il d'un ton posé. Mais ça marche dans les deux sens, ma petite dame. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais à propos de mon frère et sa femme. »« Je ne les ai jamais vus, dit Jessica, apparemment troublée. Enfin, je crois. »« Oh si, tu les as vus. Ce sont eux qui t'ont maintenu en vie au cours de ces 5 dernières années, après que j'ai sauvé ta peau. »« Toi, tu m'as sauvé la vie ? Connerie !» Sanchez fut plus qu'un peu déçu que Jessica rejette aussi catégoriquement ce qu'il venait de lui apprendre, comme s'il lui était impossible d'admettre qu'il ait pu lui sauver la vie. Mais il ravala sa fierté et poursuivit. « Non, ce ne sont pas des conneries, dit-il avec obstination. Il y a 5 ans, tu t'es fait tirer dessus, et on t'a laissée pour morte, dans la rue, juste en face de ce bar. Je t'ai emmené chez mon frère, sa femme Audrey était infirmière. Elle s'est occupée de toi et t'a fait retrouver la santé. Pendant ces 5 dernières années où tu es resté en vie dans l'espoir que, par miracle, tu en ressortes un jour. » Jessica semblait un peu dubitative, ce que Sanchez jugea tout à fait compréhensible. Il faudrait du temps pour gagner sa confiance, mais il y arriverait. Il fallait simplement persister. Pourquoi m'avoir confié à elle ? Pourquoi ne pas m'avoir emmené à l'hôpital, comme l'aurait fait n'importe quelle personne normale ? Demanda-t-elle en l'observant attentivement, afin de s'assurer qu'il ne lui mentirait plus. Parce que l'hôpital était plein ce jour-là. C'est quoi cette excuse bidon, ricana-t-elle ? Environ 300 hommes, femmes et enfants se sont fait tirer dessus durant cette semaine. La plupart sont morts parce que l'hôpital n'avait pas pu s'occuper de tout le monde. Ma belle-sœur s'était fait virer de l'hosto quelques mois plus tôt. Alors je me suis dit qu'elle représentait le seul espoir de survivre qu'il te restait. Que tu aies encore été en vie quand je t'ai trouvé est déjà un miracle en soi. » Il s'est tué un instant pour l'observer. « J'avais le pressentiment que tu t'en sortirais. On dirait que j'avais raison, pas vrai ? Ouais, j'imagine que je devrais te remercier. » Tout ce qu'il venait de lui dire la bouleversait. Et d'autant plus désagréablement qu'elle ne se souvenait de rien. Sanchez se résigna à ne recevoir aucun remerciement, se consolant en se disant que ces derniers mots étaient ce qui s'en rapprochait le plus. À Santa Bodega, du moins, ça comptait pour un merci.
Tu peux me remercier en me disant ce qui est arrivé à mon frère et à sa femme. C'était au tour de Jessica. Elle avait l'occasion de lui renvoyer l'ascenseur. Elle pouvait l'aider à retrouver l'assassin de son frère. Mais sa réponse ne fut d'aucun secours, comme il s'y attendait. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui les a tués? Voilà ce que je veux dire. Ah, ça? Oui, ça. J'en sais rien. Tu n'en sais rien? Ouais, j'en sais rien. Mais tu étais là-bas, pas vrai? J'y étais. En tout cas, je crois que j'y étais. Mais j'en sais rien, je me souviens pas vraiment. Comment est-ce que tu pourrais ne pas t'en souvenir si tu étais bien dans leur ferme quand ils se sont fait tuer, bordel de merde? Sanchez, dont la patience commençait sérieusement à s'épuiser, avait de plus en plus de mal à dissimuler son agacement. J'ai l'impression que ma mémoire me joue des tours par intermittence, ces derniers temps, dit Jessica d'une voix adoucie, les yeux rivés quelque part au loin derrière le bar. Je sais que je souffre d'une sorte d'amnésie, mais elle ne se limite pas seulement à ce qui s'est passé avant que je ne tombe dans le coma. Si, il est vrai que je suis tombée dans le coma. Je n'arrête pas d'oublier où je suis et comment je suis arrivée là. Ça finit par me revenir si je me concentre assez fort, mais, même comme ça, je ne suis jamais sûre de l'exactitude de mes souvenirs. Tu te souviens d'être venu ici plus tôt dans la journée, non? Ouais, ça je m'en souviens. Et je me souviens aussi d'être partie avec Jeff. On est allé chez lui, il m'a dit d'attendre là, j'ai attendu, mais il n'est jamais revenu. Puis, tout d'un coup, impossible de me rappeler pourquoi il voulait que je l'attende là. Alors je me suis dit qu'il valait peut-être mieux revenir ici pour causer avec toi. Je croyais que tu pourrais peut-être m'éclairer sur 2 ou 3 trucs. Tu sais, histoire que tu me dises si j'étais quelqu'un de gentil ou une salope, parce que là, je ne suis plus très sûre de savoir dans quelle catégorie je me place. Pour être honnête, Jessica, moi non plus, répliqua Sanchez dans un soupir. Oh, elle parut un peu déçue, et Sanchez s'en voulut un bref instant de l'avoir blessée inutilement. Tu sais, tu es bien trop jolie pour être quelqu'un de mauvais, dit-il dans l'espoir de lui mettre du baume au cœur. Merci. Elle aspira son Bloody Mary par la paille. Le niveau du verre dégringola de 5 cm avant qu'elle ne redresse la tête. Une Cadillac jaune, lança-t-elle, attirant aussitôt l'attention de Sanchez. Quoi? Qu'est-ce que tu sais à propos de la Cadillac jaune? Demanda-t-il, le regard scintillant. Tu en as parlé tout à l'heure avec Jeff, non? Ouais, j'ai vu cette bagnole s'éloigner de la ferme de mon frère après que je l'ai retrouvé mort. Tu sais qui était au volant? Tu as vu quelqu'un dedans? Oh mon Dieu, ça y est, ça me revient. Il y avait 2 hommes. Ils ont tué ton frère et sa femme. J'ai tout vu. En tout cas, je crois que j'ai tout vu. Non. Attends un peu. Quoi? Quoi, bon sang? Non, ils n'étaient pas encore morts. Les 2 hommes les battaient. Ils voulaient leur soutirer des informations. Elle observa une courte pause, puis lâcha, le souffle court. Oh putain! Oh putain, quoi? Oh putain, c'était moi qu'ils cherchaient. Elle fixait Sanchez, les yeux écarquillés, manifestement tourneboulés. « Et ils t'ont vu ?» demanda-t-il. « Non. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne pouvaient pas me voir. » Alors je me suis glissée dehors, et c'est là que j'ai vu la Cadillac jaune. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Sanchez était aussi déçue qu'énervée qu'elle ne se souvienne que de si peu de choses, mais il s'efforçait de conserver son calme. « J'ai couru. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais j'ai couru, jusqu'à atterrir ici. » Elle se tut un instant pour réfléchir. Je ne me souviens plus de rien, pour l'instant en tout cas. Elle saisit à nouveau la paille entre ses lèvres et aspira. Cette fois-ci, elle vida complètement son verre en une dizaine de secondes. Sanchez ne savait pas trop quoi lui demander d'autre, et toute chance de poursuivre leur conversation s'évanouit totalement lorsque Jeffer entra brusquement dans le bar. Le robuste chasseur de prime alla droit au bar et s'assit à côté de Jessica, qui se retrouva du coup entre Sanchez et lui. « Un whisky pour moi, et un verre pour la demoiselle », commenta-t-il en regardant Moka, qui venait de quitter le fond du bar où il s'était tapi. Le jeune cuistot barman, se souvenant de la dernière visite de Jeff, s'empressa d'obéir, posant sur le bar une bouteille de whisky presque pleine et un verre à son attention. Sanchez tendit le bras, attrapa la bouteille dont il retirait le bouchon et versa une généreuse dose de whisky. Jeff, et c'était assez inhabituel chez lui, paraissait pas mal secoué. Sanchez en était décontenancé. Les hommes de la trempe de Jeff n'étaient pas censés paraître secoués. « Ça va, l'ami ?» demanda-t-il. « Ça ira une fois que j'aurai bu quelque chose. Toi aussi, tu auras besoin d'un verre après avoir entendu ce que j'ai à te raconter. »« Ah ouais? Pourquoi ?» Jeff saisit le verre de whisky que Sanchez lui avait servi et le vida d'un trait. Puis, il le reposa sur le bar pour une deuxième tournée. Il regarda le patron du bar droit dans les yeux. « Ce putain d'Elvis est mort, Sanchez, dit-il. Quelqu'un en a fait de la chair à pâté. De la vraie putain de chair à pâté. »
Chapitre 22. Jeff et Jessica continuèrent à boire plusieurs heures dans le bar. Le chasseur de primes éclusa 2 whisky, 8 bières et 3 tequilas. Dès le deuxième verre, il avait retrouvé toute son assurance et son arrogance. Jessica, avec un score de 5 Bloody Mary, était un peu plus en retrait. Plus il buvait, plus il semblait se rapprocher, aux grandes dames de Sanchez. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que Jessica paraissait vraiment impressionnée par Jeff. Il lui racontait ses aventures de chasseur de primes, comment il avait capturé et parfois tué d'autres hommes pour de l'argent. Il avait pourchassé des fugitifs aux 4 coins de la planète. Des jungles les plus épaisses jusqu'au plus haut sommet. Il n'existait pas un lieu au monde où Jeff n'avait pas traqué une proie. Bien qu'il se gardât de mentionner le moindre nom, il émaillait son récit de quelques indices sous-entendant qu'il était responsable de la mort d'un certain nombre de personnes célèbres et puissantes, qu'on croyait disparues dans de banals accidents. C'était particulièrement rusé de sa part, car il était impossible de vérifier sa version des faits. De plus, personne n'avait l'intention de remettre en question ses propos, car tout le monde savait à quel point il excellait dans son boulot. Si quelqu'un d'assez riche souhaitait qu'un meurtre passe pour un accident, c'était sans hésitation à Jeff qu'il s'adressait. Sanchez ne faisait pas le poids face à cette débauche de légende, et il ne fut pas surpris de voir Jessica, vraiment plus très fraîche, partir en compagnie de Jeff 1 heure avant la fermeture du bar. Tous deux sortirent en titubant, prenant appui l'un sur l'autre. Une fois à l'air libre, ils entonnèrent une sorte de chanson sans queue ni tête, dont Sanchez ne parvint pas à saisir les paroles, et puis ils disparurent. Le tapioca s'était presque vidé, à l'exception d'un petit groupe d'habitués qui jouaient aux cartes dans un coin et de 2 hommes encapuchonnés assis à une table près du comptoir. Sanchez ne leur avait pas prêté beaucoup d'attention jusqu'alors. Lucas s'était chargé du plus gros du service, tandis que son patron passait de table en table, échangeant quelques phrases avec les habitués et tentant désespérément d'attirer le regard de Jessica. Il existait une règle, tacite en vérité, en vigueur au tapioca, qui interdisait à la clientèle de dissimuler son visage sous une capuche. Sanchez l'avait imposée un peu après l'épisode catastrophique du Bourdon Kid, 5 ans auparavant. Le carnaval de la fête de la Lune aurait lieu quelques jours plus tard, et pourtant, ces 2 hommes semblaient déjà déguisés, apparemment en chevaliers Jedi. Tous deux portaient une longue robe marron au-dessus d'un pantalon blanc assez large, taillé dans un tissu plutôt épais. Sanchez était confronté à un dilemme. Aller leur demander de rabattre leur capuche ou ne rien faire. En vérité, il était crevé, et la nouvelle de la mort d'Elvis l'avait pas mal secoué. Pour ne pas compliquer plus encore les choses, il décida de laisser courir, pour cette fois du moins. En fait, les 2 hommes avaient justement l'intention de rabattre leur capuche sans qu'on leur demande. Ils se levèrent et s'approchèrent, l'un derrière l'autre, de Sanchez, accoudés au bar. Le second, tête baissée, comme s'il avait moins d'assurance que son compagnon. Lorsqu'ils se furent assez rapprochés de Sanchez pour que celui-ci ressente un léger malaise, ils rabattirent leurs capuches et dévoilèrent leurs visages. Il les reconnut aussitôt. C'étaient les 2 moines. S'il abordait une mine patibulaire, capuche sur la tête découverte, il ne ressemblait plus qu'aux 2 simplets qui étaient passés au tapioca la veille. « Qu'est-ce que vous voulez, bordel de merde » demanda Sanchez d'un ton agressif. « Encore des problèmes, pensa-t-il en poussant un lourd soupir. La seule chose que tout le monde cherche apparemment dans cette ville, répondit l'homme qui était le plus proche de lui, et qui n'était autre que Kyle. Nous voulons mettre la main sur l'œil de la lune, nous voulons le récupérer parce qu'il nous appartient de droit. Oh, foutez-moi le camp d'ici, d'accord ? Je suis vraiment pas d'humeur à ce genre de conneries. Sanchez voulait leur faire comprendre que leur présence l'incommodait. Ces 2 clowns avaient foutu un beau bordel lors de leur dernière visite et, pour cette raison même, Sanchez avait espéré qu'ils auraient eu la décence de ne plus s'approcher de son bar. Mais son agressivité resta sans effet, les 2 moines ne s'en soucièrent même pas. « Nous venons de passer plusieurs heures ici, dit Kyle. Nous avons entendu ce qui se racontait. El Santino vous a offert 50 000 $ si vous retrouviez la pierre pour son compte. Nous vous en donnons 100 000 si vous nous dites simplement où elle se trouve. Vous n'aurez même pas à la récupérer. Nous nous en chargerons. Vous n'avez qu'à nous indiquer la direction à suivre. Une fois que nous l'aurons en notre possession, les 100 000 $ sont à vous. Je doute fort que quelqu'un d'autre vous offre une meilleure récompense. » Kyle venait de lui soumettre une offre très alléchante, il fallait bien l'avouer. Sanchez le lui avoua. « C'est une offre très alléchante, dit-il.
Je sais. Alors, marché conclu? Sanchez s'est gratté le menton un moment comme pour réfléchir à l'offre. Ce qui en réalité n'était pas le cas. La proposition était vraiment parfaite. Dans tous les cas, ils ressortiraient gagnants. Les moines étaient de saints hommes, ce qui voulait dire qu'ils étaient probablement des hommes de parole. S'il arrivait à mettre la main sur la pierre, il pourrait la leur vendre pour 100 000 $, avant de dire à Jeff et El Santino que les moines étaient en sa possession et d'empocher quelques milliers de dollars supplémentaires. D'accord, marché conclu, finit-il par répondre. Je retrouve celui qui détient cette pierre et je fais en sorte qu'il croise votre chemin. Vous me filez les 100 000 $ et tout le monde est content. Ça vous va? Parfait, dit Kyle. On se serre la main? Mais carrément. Sanchez s'étonnait que la coutume de la poignée de main pour conclure un marché leur fût familière. Peut-être avait-il lui appris 2 ou 3 usages locaux. À moins qu'il ne veuille en profiter pour lui faire une prise de karaté dont ils avaient le secret. De toute façon, pour 100 000 $, Sanchez était plus que prêt à prendre le risque de leur serrer la main. Il tendit la sienne et découvrit, non sans un certain déplaisir, que les deux moines avaient une poignée de main très molle, ce qui laissait à penser qu'il s'agissait d'une coutume qu'ils avaient observée sans jamais en avoir fait l'expérience. « Nous vous recontacterons très vite, dit Kyle dans un bref salut de tête. D'ici là, veuillez faire en sorte d'avoir de bonnes nouvelles à nous annoncer. » Sur ce, les deux moines tournèrent les talons et se dirigèrent vers la sortie. Leur changement d'attitude depuis leur première visite intriguait passablement Sanchez. Ils semblaient à présent bien plus à leurs aises et sur d'eux, et paraissaient presque soucieux de se fondre dans la faune locale. « Hé, les moines !» appela-t-il. « Juste une question. Vous avez une bagnole par hasard ?» Kyle marqua soudain le pas, ce qui contraint Peto à buter contre son dos, ruinant leur sortie magistrale. Il ne se retourna pas vers Sanchez, mais ne manqua pas de lui répondre. « Non, nous n'avons pas de voiture. Pourquoi cette question ?»« Pour rien. Laissez tomber. À plus tard. » Chapitre 23. Lorsque Jensens arriva au bureau, à 10 h du matin, Summers se trouvait à sa place habituelle, assis à son bureau. Il se livrait à ce qui semblait être son occupation habituelle, regarder des photos polaroïdes des cadavres. Cette ville est vraiment un ramassis de menteurs et de raclures, maugréa Jensens. Il enleva sa veste de suédine marron et la balança à travers le bureau. Elle heurta le dossier de son fauteuil et tomba par terre. Il n'y a pas une seule personne honnête à plusieurs kilomètres à la ronde, poursuivit-il. J'ai passé la nuit à interroger des associés de cet Elvis, et aucun n'a daigné me livrer une info qui ne soit pas un mensonge éhonté. Vous savez qu'Elvis était mort il y a 3 ans? Il a également émigré en Australie il y a 4 mois de ça. Et aux dernières nouvelles, il a quitté la ville pour passer le week-end avec Priscilla. Des putains de menteurs, tous, jusqu'au dernier. Jensens, le King est mort, dit Summers. Ah, commencez pas, hein, vous aussi. Je ne plaisante pas. On a retrouvé le corps d'Elvis dans une résidence merdique il y a à peine 3 heures. Vous vous foutez de moi? Non. On lui a enlevé les yeux et la langue comme les autres, à l'exception de Marcus Lafouine qui, admettons-le une bonne fois pour toutes, a sans doute été assassiné par Elvis. Ce sont les photos que vous avez là, demanda Jensens. Ouais. Je peux les voir? Jensens se pencha au-dessus du bureau en tendant la main. Summers lui passa les photos noires et blancs de 18 cm sur 13. Elles sont rigoureusement identiques à celles des autres, Jensens. Vous perdez votre temps. Merde, Summers. Ce type représentait la meilleure piste dont nous disposions. Pas nécessairement, il en est une autre. Vous vous prenez pour qui maintenant? Pour Yoda? Summers ne releva pas la remarque agacée de Jensens et lui tendit son calepin. Quelques mots avaient été écrits au crayon sur la page à laquelle il était ouvert. Jensens s'en saisit et lui à voix haute. Dante Fiori et Casey Felanghi, jeune et joli couple. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous venez d'adhérer à un club échangiste? Demanda-t-il d'un ton sarcastique. La journée avait beau n'en être qu'à ses débuts, elle lui avait déjà réservé tant de mauvaises surprises qu'il ne se sentait plus la patience pour ce genre de petits jeux. Dante Vittori, dit posément Summers, était le réceptionniste de l'International Hotel de Santa Bodega. Casey Felanghi est sa petite amie. Elle était femme de chambre dans le même hôtel. Et ils ont tous deux disparu juste après l'assassinat de Marcus Lafouine. Le corps d'Elvis a été retrouvé dans leur appartement. Oh, dit Jensens en reposant le calepin et les fauteuils sur le bureau. Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis? Summers reprit son calepin et le glissa dans la poche de sa chemise blanche. Cela signifie que, pour une raison qui nous échappe,
Elvis a suivi leur piste après avoir tué Marcus Lafouine. Et donc, ils ont assisté au meurtre, c'est ça pensa Jensen à haute voix. C'est ce qui a dû le pousser à vouloir les éliminer afin que personne ne puisse l'identifier. Peut-être, peut-être pas. Je ne comprends pas. À part ça, qu'est-ce qui aurait bien pu l'obliger à les pourchasser? À moins qu'il n'eussent été de mèche avec lui. Non, je crois pas. Elvis travaille sans l'aide de personne. C'est un soliste. Les Beatles travaillent en groupe, mais Elvis ne s'est jamais reposé que sur lui-même. Non, je crois qu'ils étaient en possession de quelque chose qu'ils cherchaient, et, quoi que ce soit, le bourdon Kid court lui aussi après. Raison pour laquelle Elvis est mort. Lui et le Kid ont dû se retrouver par hasard dans l'appartement du jeune couple. Le seul problème, c'est que nos amis Dante et Casey avaient déjà détalé avant qu'Elvis et le Kid s'invitent chez eux. Ils doivent à moi de loyer du reste. Jensen s'approcha de sa veste et la ramena. Il l'épousseta, l'accrocha au dossier de son fauteuil et s'assit. Il posa son regard sur Summers, qui attendait qu'il se soit suffisamment calmé pour assembler les pièces du puzzle. L'inspecteur chevronné avait manifestement une longueur d'avance sur son cadet, et il avait bénéficié de 3 heures pour étudier les détails de la mort d'Elvis. Bon, soupira Jensen, donc, Elvis est en train de fouiller leur appartement en quête de quelque chose quand soudain, notre tueur, le Bourdon Kid, soit, le Bourdon Kid apparaît, à la recherche de, disons, l'œil de la lune, et il trouve Elvis déjà sur place. Tout naturellement, puisque c'est un psychopathe patenté, et probablement un vampire. Il tue Elvis et s'exclame « Putain !» C'est vrai? Il s'arrête vraiment pour dire « Putain ?» Oui, il se fige et s'exclame « Putain !» parce qu'il se rend compte que le King n'a pas ce qu'il cherche. Jensen se tut un instant, ne sachant plus trop quelle direction prenait sa théorie. Il poursuivit avec un peu moins de conviction. Mais qu'est-ce qui le pousse à croire que ce Dante et cette Casey l'ont en leur possession? Summers leva une main, suggérant à Jensen qu'il serait peut-être préférable de la fermer et d'écouter. Vous voulez connaître ma théorie? Bien sûr. La voici. Nous savons que Marcus Lafouine était un voleur expérimenté, n'est-ce pas? Oui. Bon. Alors, supposons que Marcus Lafouine était en possession de l'œil de la lune. Survient ensuite le coup classique de l'arroseur arrosé. Il se fait voler par ces 2 gamins, Dante et Casey. Ils s'emparent de l'œil et prennent leurs jambes à leur cou. C'est là que ma théorie devient un peu plus nébuleuse. Peut-être sont-ils en mesure d'identifier Elvis comme l'assassin de Marcus. Aussi Elvis décide-t-il de leur régler leur compte, juste au cas où. Il se rend à leur appartement, mais le Bourdon Kid, qui est à la recherche de l'œil de la lune, a précisément la même idée. Leurs routes se croisent et boum! Fin de l'histoire pour le King. Vous avez beaucoup réfléchi à tout ça, hein, remarqua Jensen en relevant le ton excité de Summers. Il faut bien se rendre à l'évidence. Celui qui a tué Elvis est le même individu qui a assassiné les autres victimes, à l'exception de Marcus. Le coup des yeux et de la langue sont des preuves irréfutables. Jensen posa un instant le pour et le contre, avant de déclarer « C'est plutôt mince, mais votre théorie me plaît bien. Vous êtes peut-être sur quelque chose, mais vous avez omis un détail. » Quoi donc? Summers avait haussé le sourcil, interrogateur. Je sais que vous pensez que le Bourdon Kid est derrière tout ça, et vous avez sans doute raison. Mais, et si c'était ce Dante qui avait assassiné Elvis et tous les autres? Summers hocha vigoureusement la tête, avant de s'adosser à son fauteuil en poussant un profond soupir. Est-ce que vous êtes résolu à ne pas croire que c'est bien le Bourdon Kid qui est responsable d'à peu près tous ces meurtres? Combien de fois allons-nous encore devoir revenir là-dessus? Enfin quoi? Vous ne voulez tout simplement pas me faire confiance? Vous ne m'avez pas compris, dit Jensen, levant à son tour la main pour signaler à Summers de le laisser finir. Je crois effectivement que le Bourdon Kid est potentiellement coupable de tous ces meurtres. En tout cas, de tous ceux dont vous possédez les photos Polaroid. Alors, où voulez-vous en venir, nom de Dieu? Tout ce que j'essaye de vous dire, répondit Jensen en adressant un regard froid à son collègue, c'est que ce Dante pourrait très bien être le Bourdon Kid. Chapitre 24. Dante n'appréciait pas beaucoup les diseuses de bonne aventure. Elles avaient la fâcheuse habitude d'attirer le mauvais œil. Plus précisément, elles donnaient de bonnes nouvelles à tout le monde. Et lorsque son tour venait, il ne recevait que des mises en garde sur les désastres qui se profilaient à l'horizon. En fait, il n'avait pas consulté un grand nombre de diseuses de bonne aventure sa vie durant. Mais Casey, elle, y avait habituellement recours. Aussi, de temps en temps, Dante l'accompagnait lors de ses visites. La dernière fois qu'il s'était rendu chez une cartomancienne, cette dernière avait prédit à Casey toutes sortes de bonnes nouvelles, mais
Lorsque Cassie lui avait demandé de regarder le futur de Dante, il lui fut prédit des cochonneries de tout type. La cartomancienne l'avait prévenu de la mort prochaine de son chien, Hector, qui mourut effectivement 3 semaines plus tard. Dante n'était donc pas très enthousiaste à l'idée d'accompagner Cassie chez la diseuse de bonne aventure qu'elle avait repérée. Cassie le savait parfaitement, mais dans son exploit de l'International Hotel de Santa Bodega, en l'espèce dépouiller une pourriture encore saoule de la veille, Dante ne pouvait rien lui refuser. Et puis Dante tenait à montrer qu'il n'accordait aucun crédit à toutes ces conneries de prédiction. Son chien bien-aimé était mort, soit, mais cela n'avait été qu'une simple coïncidence. La maison de la Dame Mystique avait un air familier, comme si Dante l'avait déjà vue en rêve. Il avait pourtant la certitude de ne s'être jamais rendu là auparavant. Tout du moins, pas dans cette vie. Elle se trouvait sur la promenade qui longeait le port. De l'extérieur, on aurait dit une vieille roulotte de gitans qu'on aurait transformée en petite maison. Le toit était bas et voûté, tout l'extérieur était peint en rouge et le cadre des fenêtres minuscules en jaune. La petite volée de marche qui permettait d'y accéder pouvait être repliée, rangée à l'intérieur, si la Dame Mystique décidait de changer d'emplacement. Cassie gravit les marches en premier, suivie de Dante qui traînait les pieds. La porte était déjà ouverte, mais il était assez difficile de voir à l'intérieur, car un rideau de perles multicolores pendait sur le seuil jusqu'au sol. Un croassement se fit entendre à l'intérieur. « Entrez donc. C'est bien Cassie et Dante, n'est-ce pas ?» Dante haussa un sourcil et murmura à l'oreille de sa petite amie. « Comment elle sait ça, putain ?» Cassie le regardant dans les yeux pour voir s'il plaisantait, et hocha la tête en se rendant compte que ce n'était pas le cas. « Je l'appelais pour prendre rendez-vous, espèce d'idiot. »« Ah, d'accord, forcément. » La pièce dans laquelle ils pénétrèrent était très sombre, et si étroite que Dante aurait presque pu en toucher simultanément les 2 cloisons opposées en écartant les bras. Des bougies étaient disposées à intervalles irréguliers sur les étagères qui couraient le long des parois. Elles brillaient d'une flamme rosée et enchanteresse qui ne vacillait quasiment pas. Leurs yeux s'adaptèrent à la pénombre, et ils aperçurent, assise juste en face d'eux à une table de bois sombre, à l'autre bout de la pièce, la silhouette encapuchonnée de la Dame Mystique. La capuche en question était d'un violet sombre, et comme c'était trop souvent le cas à Santa Bodega, elle était rabattue, dissimulant le visage. « Prenez place, mes jeunes amis, coassa-t-elle. »« Merci, » répondit Cassie en s'asseyant sur l'une des 2 chaises en bois qui se trouvaient face à la Dame Mystique. Dante s'assit sur l'autre, en prenant sciemment un air ennuyé, dans l'espoir que la vieille dame se rende compte qu'il n'avalerait aucune des conneries qu'elle allait leur servir. « Vous êtes convaincu que je ne vous dirai rien de juste, n'est-ce pas ?» demanda la voix âpre qui s'échappait du capuchon. « Je suis ouvert d'esprit, ne vous inquiétez pas. »« Tant mieux, jeune homme, tant mieux. Qui sait, vous pourrez peut-être apprendre quelque chose que vous ignorez au sujet ou à propos de Cassie. Ouais, ce serait pas mal. » La femme rabattit lentement sa capuche en arrière, révélant le visage âgé et ridé, recouvert de nombreuses verrues et de furoncles. Elle fixa Cassie et sourit, mais un bref instant seulement. Son sourire disparut subitement lorsqu'elle aperçut le pendentif qu'elle portait au cou. « Où avez-vous trouvé cette pierre bleue ?» demanda-t-elle, d'un ton inquisiteur. Sa voix avait perdu toute chaleur. « Quoi ? Ce pendentif autour de votre cou. Dites-moi, où l'avez-vous trouvé ?»« Nulle part, interrompit Dante. Je le lui ai offert, il y a quelques années. Connerie. Non, c'est vrai. Ne me mentez pas. Je ne suis pas une imbécile, mon garçon. Alors ne faites pas l'idiot. Où avez-vous trouvé cette pierre ?» Le ton de la Dame Mystique traduisait une forte intolérance au mensonge. Cassie se demanda donc, en conséquence, s'il était très judicieux d'abonder dans le sens de Dante. Elle se dit finalement qu'il était inutile de mentir carrément, mais qu'il était tout aussi inutile de lui avouer qu'elle avait volé la pierre dans la chambre d'hôtel d'une raclure à moitié saoule qui, à l'heure qu'il était, devait probablement être feu Monsieur Raclure. « Quelqu'un me l'a donné hier à l'hôtel, » répondit-elle. La vieille femme s'adossa à son siège en lançant un long regard sombre à Cassie, toisant la jeune femme comme pour mesurer son degré d'honnêteté. « Peu importe comment vous voulez te procurer, finit-elle par dire. Débarrassez-vous-en. Cette pierre ne vous apportera que tristesse et malheur. Comment le savez-vous, curieuse d'apprendre ce que la Dame Mystique savait concernant cette pierre ? Dites-moi donc un peu, répondit la vieille femme. L'homme qui, à vous croire, vous l'a donné, est-ce qu'elle lui a porté chance ? Comment est-ce que je le saurais ? Très bien. Permettez-moi de reformuler ma question, Cassie.
Aimeriez-vous vous retrouver à la place du précédent propriétaire de la pierre ? Casey hocha la tête. Non. Il est mort, n'est-ce pas ? C'était bien une question. Mais le ton de la dame mystique indiquait qu'elle en connaissait déjà la réponse. Tout comme un présentateur de jeux télévisés connaît la réponse aux questions qu'il pose aux concurrents sur leur vie, juste avant de commencer le jeu à proprement dit. Pas la dernière fois où je l'ai vu, répliqua Casey d'un ton ferme. Quiconque porte cette pierre finit par se faire tuer, immanquablement, et habituellement dans un délai très court. L'homme qui possédait cette pierre avant vous est d'ores et déjà mort. Donc, sans un certain agacement, Dante se surprit à s'intéresser réellement à ce que disait la diseuse de Bonaventure. « Comment le savez-vous ? Quelle preuve avez-vous » demanda-t-il d'un ton agressif, presque avec un sourire suffisant. Il voyait d'un très mauvais œil que la dame mystique effrayait Casey de la sorte. Casey était sans doute la fille la moins impressionnable qu'il n'ait jamais connue, mais elle croyait tout ce qui sortait de la bouche d'un médium. « Consultons ma boule de cristal, voulez-vous » dit la vieille femme en guise de réponse. Elle tira sur le mouchoir de soie noire qui recouvrait un objet sphérique posé sur la table d'acajou sombre. « Déposez 20 $ dans ma paume et je vous révélerai votre destinée. » Un peu à contre-cœur, Dante tira de sa poche un billet de 20 $ et le lança sur la table en direction de la dame mystique. Elle s'en saisit aussitôt et le fit disparaître, à l'instar d'un mendiant auquel on aurait tendu assez d'argent pour qu'il s'achète une bouteille de son alcool préféré. Puis elle s'adossa à nouveau à sa chaise, apparemment absorbée par ses pensées. Lorsqu'elle fut enfin prête, elle se mit à remuer doucement les mains au-dessus de la boule de cristal. À la grande surprise de Dante et Casey, un nuage blanc se matérialisa au cœur de la boule. Après quelques secondes de manipulation, la nuée s'estompa pour n'être plus qu'une légère brume, au cœur de laquelle Dante parvint à distinguer vaguement le visage d'un homme. Il se pencha pour mieux voir. C'était à s'y méprendre le visage de l'homme à qui ils avaient volé la pierre bleue. « Mon Dieu, c'est Jeff !» chuchota Casey en espérant que la vieille femme ne l'entende pas. « Êtes-vous sûr qu'il s'agit bien de son nom ?» demanda la dame mystique. Casey et Dante se regardèrent, tous deux surpris par son intonation. La diseuse de Bonaventure connaissait-elle cet homme sous un autre nom ? L'homme que Casey avait volé possédait 2 portefeuilles. Le premier l'identifiait comme Jeff, nom qu'il avait utilisé pour réserver sa chambre. Mais le second contenait une pièce d'identité d'un homme qui se prénommait Marcus. En fait, il se pourrait bien qu'il s'appelle Marcus, dit Casey d'un ton désolé, comme si elle savait ce qui les attendait. La dame mystique se pencha sur sa droite et ramassa quelque chose par terre. Dante se crispa, prêt à réagir si elle brandissait une arme quelconque. Elle avait ramassé, en réalité, un simple journal, qu'elle déplia sur la table face au jeune couple. Il s'agissait du Délyscope, dont la une était barrée du gros titre « Mort atroce de Marcus Lafouine ». Dante et Casey lurent en diagonale l'article qui prolongeait le gros titre. Il y avait la photographie de l'homme à qui ils avaient volé la pierre bleue. La photo n'était pas des plus récentes, mais c'était bien lui. Il souriait d'un air niais et avait les yeux franchement bouffis, signe que la photo avait été prise une nuit de cuite, semblable à toutes les autres nuits de la vie de Marcus Lafouine. L'article ne donnait que peu de détails sur les circonstances de son trépas, mais il y en avait assez pour suggérer que ces derniers instants avaient été particulièrement désagréables. L'image du sosie d'Elvis enfonçant la porte revint à l'esprit de Dante. C'était ce faux Elvis qui avait assassiné Marcus Lafouine. Et ce faux Elvis, spécialisé dans les meurtres abominables, pourrait très bien s'intéresser de près à Casey et à lui. La dame mystique recouvrit la boule de cristal à l'aide du mouchoir de soie noire. Elle tira le billet de l'endroit où elle l'avait caché et le posa dans la main de Casey. « Reprenez l'argent et sortez du bourbier où vous vous êtes mis, dit-elle posément. Débarrassez-vous de ce pendentif avant que quiconque apprenne que vous êtes en sa possession. Son aura est extrêmement puissante, et jamais il ne cessera d'attirer le mal à lui, où qu'on aille. Tant que vous l'aurez, vous ne serez pas en sécurité. En réalité, vous courez déjà un réel danger de l'avoir touché. Nombreux ont été ceux qui ont tenté de s'emparer de cette pierre, et beaucoup ont péri par sa faute. » « Qu'est-ce qu'elle a de si mauvais ?» demanda Casey. Dante ne lui connaissait pas ce ton apeuré. « La pierre n'a rien de mauvais en soi, répondit la vieille femme. Elle semblait à présent exténuée, presque découragée. Mais elle l'attirera à elle. Il vous retrouvera, et rien ne pourra l'empêcher de s'en saisir. Qui ? J'ignore de qui il s'agit, et je n'ai aucune envie de le savoir. S'il me soupçonne de savoir qui il est, il me pourchassera, moi aussi. Ce n'est pas un type qui ressemble à Elvis par hasard ? Dante demanda. La vieille sorcière commençait vraiment à lui faire peur. Le visage de la dame mystique se crispa en un froncement torturé.
Que savez-vous à son sujet siffla-t-elle. Eh bien, on pense que c'est peut-être lui qui a tué Marcus, murmura Cassie. La vieille femme se pencha au-dessus de la table. Vous ne regardez jamais les infos tous les deux répondit-elle à voix basse. Elvis est mort. Non, dit Dante en riant. C'était juste un type qui ressemblait à Elvis. La diseuse de Bonaventure hocha la tête d'un air condescendant. Où habitez-vous s'enquit-elle. Pourquoi vous nous demandez ça. Dante était un peu sur la défensive. Cassie, quant à elle, se fit un plaisir de la renseigner. Nous venons juste de nous installer dans un motel, hier. Est-ce que vous habitiez auparavant dans une résidence du nom de Shamrock? Ouais, comment vous savez ça demanda Dante. Cette dame mystique, cette diseuse de Bonaventure, ne les avait pas trompés sur ses talents, contrairement à tant d'autres chez qui Cassie l'avait traîné par le passé. La vieille femme s'adossa de nouveau à son siège et lui décrocha un sourire qui découvrit son immense dentition. Je regarde les infos et j'écoute la radio, répondit-elle. C'est à Shamrock House qu'on a retrouvé le cadavre d'Elvis, ce matin. Pardon? Cet homme dont vous venez de parler, c'est Elvis. Il est mort. Il semblerait qu'il vous ait traqué et qu'il n'ait pas été le seul. Et manifestement, c'est Elvis qui a perdu. On a retrouvé son corps dans votre appartement. Ça aurait pu très bien vous arriver. Dante ne se sentait plus très à l'aise. En fait, ses jambes étaient même légèrement cotonneuses. Cette dernière information finissait par le déstabiliser. Pire, elle l'inquiétait. Beaucoup. Quelqu'un avait pourchassé et assassiné Elvis. Probablement à cause de cette pierre bleue en pendentif sur laquelle Cassie et lui avaient mis la main. Mais ce n'était peut-être pas pour cette raison. La valise que Cassie avait dérobée dans une des chambres après avoir volé Marcus Lafouine. Et si c'était cela que quelqu'un recherchait? Se débarrasser de la pierre était une bonne idée. Mais se débarrasser de la valise, ce n'était pas envisageable. Elle contenait 100 000 $, en coupures de 50. Dante ignorait quel objet était le plus recherché, de la pierre précieuse ou de la valise contenant tout cet argent. Mais que ce fût l'une ou l'autre, traîner plus longtemps à Santa Bodega était une très mauvaise idée. Eh merde, allez Cassie, on se casse d'ici. On peut toujours refourguer cette putain de pierre à un prêteur sur gage avant qu'il soit trop tard. Bonne idée, mon cœur. La dame mystique n'avait pas besoin de regarder dans sa boule de cristal pour savoir qu'elle ne verrait plus jamais Dante et Cassie. Les forces du mal avaient la vilaine habitude de pourchasser tous ceux qui entraient en contact avec l'œil de la lune, et elles ne reculeraient devant rien pour le récupérer. Ces deux gamins pourraient s'estimer heureux s'ils se trouvaient encore en vie à la tombée de la nuit. Chapitre 25. En prenant possession de leur chambre à l'International Hotel de Santa Bodega, Kyle et Peto avaient été très impressionnés par la courtoisie de l'équipe. Le gérant avait insisté pour que le portier monte leurs bagages dans leur chambre, en dépit de quoi, et malgré le charme naturel du gérant et du portier, Kyle avait tenu dans sa main crispée la poignée de leur valise noire. Il avait répété au gérant qu'elle pesait moins qu'un sac de plumes, et ne contenait qu'un livre de prière et qu'une paire de sandales. Kyle avait signifié à Peto un nombre incalculable de fois qu'il ne fallait se fier à personne. Quel que fût leur réel désir à tous deux de faire confiance à toute l'équipe de l'hôtel. Ils avaient indiqué avec insistance que personne ne devrait toucher à cette valise, eux mis à part. Dès que le portier eut quitté leur chambre, ils s'étaient empressés de la cacher sous le lit. Comme Kyle avait expliqué à Peto, quiconque recherchait des objets de valeur ne penserait jamais à regarder sous le lit. Très certainement, Kyle n'avait pas assez regardé la télévision, car, dans ce cas, il aurait su qu'il s'agissait du pire endroit où cacher quoi que ce soit de valeur. N'importe quelle femme de chambre, n'importe quel portier ayant l'intention de voler un client commençait toujours par regarder sous le lit. À présent, Kyle comprenait pleinement pourquoi Père Tao avait si lourdement insisté sur la nécessité de ne se fier à personne et de bien veiller à mettre la valise en lieu sûr, hors de vue de tous. Kyle avait suivi les recommandations du vieux sage et les avait répétées à l'envi à Peto. Mais cette fois, et bien qu'il fût très désagréable de se l'avouer, le novice n'était en rien responsable du faux pas. C'était Kyle qui avait eu l'idée de cacher la valise sous le lit. Il avait pensé à tort qu'il suffisait de verrouiller la porte de leur chambre d'hôtel avant de se rendre au Tapioca. Résultat, il n'y avait à présent plus rien sous le lit. La valise avait disparu. Et, plus important, les 100 000 $ en coupures usagées qui s'y trouvaient aussi. Ils avaient été dérobés et ils ignoraient par qui. Kyle, qui a pu faire une chose pareille demanda Peto manifestement en colère.
regardant pour la 100e fois sous le lit, dans l'espoir d'y trouver la valise que, par une malchance incroyable, il n'aurait pas aperçue jusqu'alors. À en juger parce que j'ai vu du monde extérieur, à peu près n'importe qui a pu commettre ce forfait. Personne ne semble doué de sens moral ou de la moindre notion de bien ou de mal. Nous sommes vraiment dans de beaux draps, Peto. Cet argent était tout ce dont nous disposions pour nous procurer informations et renseignements. À présent, il ne nous reste plus qu'à devenir des voleurs, à l'instar du reste de la population de cette ville, si nous voulons avoir une chance de récupérer l'œil de la lune. Peto n'en croyait pas ses oreilles. Abandonnant ses recherches inutiles sous le lit, il s'affaissa sur une chaise à côté de la fenêtre. Kyle venait de proposer de briser le code qui régentait leur existence, du berceau jusqu'à la tombe. Par ailleurs, c'était aussi la première idée qu'il avait eue. Il n'avait rien trouvé de mieux. L'heure était grave. Mais cela irait à l'encontre de nos vœux, dit Peto, horrifié. Cela reviendrait à renier tout ce qu'on nous a enseigné. Tout à fait, confirma Kyle d'un air songeur. Mais c'est probablement ce qui est arrivé à tous les moines ayant quitté un jour Ubal pour remplir d'autres missions, mon ami. C'est pour cela qu'aucun d'eux n'a pu revenir sur l'île et passer le reste de son existence parmi nous. Il me semble que nous mesurons mieux à présent le sacrifice qu'exige en réalité la quête de l'œil. Il doit forcément exister une façon de récupérer l'œil sans avoir à le voler, insista Peto. Crois-tu réellement que quelqu'un acceptera de nous aider à mettre la main dessus gratuitement, alors que, par ailleurs, on offre 50 000 $ pour cette pierre sacrée ? Kyle passa une main sur son visage et se frotta brièvement les yeux. Puis il poursuivit. Non, Peto, nous n'avons pas le choix. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous a été enseigné. Il nous faudra briser chacun de nos vœux si nous voulons vraiment récupérer la pierre. Cela veut dire que nous devons nous mettre à boire, fumer, jurer, jouer et coucher avec des femmes faciles ? Demanda Peto. Tu as passé un peu trop de temps devant la télévision, Peto. Je ne pense pas qu'il nous sera nécessaire de briser ces vœux-là. Mais le mensonge et le vol sont sans doute les premiers crimes que nous devrons commettre, répondit son frère moine. Kyle était assis sur le grand lit sur lequel il avait caché la valise remplie de billets. Il avait enfoui son visage dans ses mains, violé les saintes lois du bal. Ce n'était pas ce qu'il avait envisagé en se lançant dans cette quête, même s'il avait su que cette mission requerrait quelques entorses au code. Mais si nous devons briser un vœu et être bannis à tout jamais du bal, autant tous les briser et en finir une bonne fois pour toutes, non ? Raisonna Peto. Et puis, en plus, j'ai déjà abattu une personne d'une balle dans le visage. Ça ne compte pas, répliqua Kyle d'un ton sec. C'était un accident. Pour la première fois de sa vie, Kyle semblait ne plus maîtriser ses émotions. Peto ne l'avait jamais vu dans cet état. La perte de tout cet argent bouleversait profondément son aîné. Et la simple idée d'avoir à briser l'un des vœux qu'il avait suivis toute sa vie le démoralisait plus encore. De son côté, Peto s'adaptait avec rapidité à la nouvelle situation. Pour parler tout à fait franchement, cette perspective le réjouissait carrément. Plein d'aplomb, il se leva. « Eh merde, Kyle, où est le minibar ?» demanda-t-il d'un ton provocateur. « Oh là, doucement Peto, lança Kyle, qui se redressa également. J'ai dit que nous devrions peut-être briser certains de nos vœux. Tu viens de jurer. Contente-nous de cette entorse pour le moment, d'accord ? Si nous nous trouvions contraints de mentir et de voler dans notre quête de l'œil de la lune, et qu'en conséquence nous nous retrouvions bannis du bal, alors pourrons-nous envisager de briser d'autres vœux, tels que celui qui nous interdit de boire de l'alcool. » Peto ne parvient pas à dissimuler sa déception. D'avoir observé tous ces ivrognes dans le bar de Sanchez avait suscité en lui le plus profond désir de s'essayer à la chose. Il savait au fond de lui que Kyle ne l'aurait jamais laissé toucher au minibar, mais le simple fait de s'imaginer ouvrir une bouteille lui donnait le sentiment d'être plus vivant. Et le fait d'avoir dit merde s'était avéré très libérateur. Tu as raison, Kyle, c'est évident. Mais écoute-moi, si nous devons arracher l'œil de la lune des mains de la raclure du bandit qui se trouve en sa possession, ne nous serait-il pas plus utile de savoir ce qu'être un individu peu recommandable, de nous mettre à la place de nos ennemis ? Je suis tout à fait d'accord, mais je n'envisageais pas pour autant de nous saouler pour y arriver. Alors, qu'est-ce que tu envisageais ? Misons sur nos talents. Kyle avait enfin l'air d'avoir un plan, au plus grand soulagement de Peto. Le combat au corps à corps, qu'il s'agisse de voler quelqu'un en l'agressant ou simplement de se battre pour gagner de l'argent. Telle doit être notre marche à suivre dans l'immédiat.
Est-ce que tu crois sérieusement que nous pourrions récupérer 100 000 $ en volant des gens ? Kay posa ses mains sur les hanches et regarda fixement le plafond, en quête d'inspiration. Non, probablement pas, mais il faut bien commencer par quelque chose, répondit-il. Nous n'avons plus un cent, aussi devons-nous nous rabattre sur ce genre de solution dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, demanda Petto, se rendant soudain compte qu'il ne leur était même pas possible de s'acheter de quoi manger. Nous ne sommes pas en mesure de voir aussi loin. Nous devons agresser plusieurs personnes, amasser de la sorte autant d'argent que possible, et en tirer profit. J'ai entendu dire au Tapioca qu'une foire itinérante s'était installée aux limites de la ville. D'après ce que j'ai compris, il nous serait possible d'y investir notre argent pour en accumuler plus encore. Les yeux de Petto étincelèrent. Tu veux dire en jouant ? Non, cela reviendrait à briser un vœu sacré. Nous ferons usage de notre argent dans l'espoir d'en gagner plus, non pour notre profit personnel, mais pour le bien de l'humanité. Ça me va parfaitement, dit Petto en souriant. Bien. Pour lors, regardons encore un peu la télévision et voyons ce que nous pouvons apprendre de plus sur le monde extérieur, avant l'éclipse de demain. D'accord, qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Week-end chez Bernie, ça a l'air bien. Chapitre 26. Jensen avait passé le plus clair de son temps au bureau, à pianoter sur son ordinateur portable, sans le moindre résultat. Il avait accès à des fichiers et des informations sur chaque citoyen qui aurait constitué, pour la majorité des gens, une ignoble violation de la vie privée. Si l'existence de ces fichiers avait été connue d'autres personnes que la poignée de hauts fonctionnaires du gouvernement américain. Jensen avait examiné toutes les données relatives aux 5 victimes des meurtres qu'on l'avait chargé d'élucider et, au terme des recherches minutieuses qui ne semblaient pas devoir lui permettre de trouver ne fût-ce qu'un début de piste, il était finalement tombé sur quelque chose. Quelque chose d'intéressant. De vraiment très intéressant. Mais de très peu avéré également. C'était une des qualités qui faisait de Jensen un enquêteur hors du commun. Il étudiait à fond la moindre piste, quand bien même les chances de découvrir un élément pertinent étaient quasi nulles. Les fichiers professionnels des personnes décédées n'avaient rien donné. Les boîtes de nuit et les bars où elles avaient leurs habitudes non plus. Leurs proches et amis, rien encore. Quel était donc ce lien commun à toutes les victimes que Jensen avait trouvées ? Somers avait passé la matinée dehors à chercher lui aussi des pistes, et très probablement à boire du café. Lorsqu'il rentra au bureau, gobelet à la main, il trouva Miles Jensen, apparemment très content de lui, assis sur son propre fauteuil, à son propre bureau, rien de moins. « J'espère pour vous que vous avez une sacrée bonne raison d'être assis à ma place avec cet air si satisfait, » lança Somers en posant son gobelet sur le bureau, avant de se saisir du fauteuil qu'occupait habituellement Jensen. « Aujourd'hui, ce sera les films d'horreur. Copycat ou Ring ? Ring, sans hésiter. Copycat n'est rien d'autre qu'un film de série B. N'importe quel cinéphile digne de ce nom est capable de deviner l'identité du tueur en série dès la première scène. C'est vrai ? Je ne m'en souviens plus. Ben tiens. William McManara, qui commençait à l'époque à avoir le vent en poupe, était perdu dans la première scène au milieu d'une foule de figurants. Je me souviens encore de l'avoir vu et de m'être dit « Qu'est-ce qu'un acteur qui a joué des rôles principaux dans les plus petits films peut bien faire assis au milieu d'un tas de figurants, à moins qu'il ne s'agisse du tueur en série dont on découvrira plus tard l'identité. » J'avais bien évidemment raison. Mais je dois admettre que cela n'a pas vraiment gâché le reste du film. Le réalisateur s'en est très bien occupé tout seul. Pour ma part, je dois avouer que j'ai trouvé Copycat assez bon, avec pas mal d'originalité. Vous ne pensez pas que c'est un meilleur film que Ring, tout de même ? Eh ben, jusqu'à aujourd'hui, je trouvais l'histoire de Ring un peu tirée par les cheveux. Mais vous savez quoi ? Il y a de ça une vingtaine de minutes, j'ai complètement reconsidéré mon jugement. Somers pencha la tête sur le côté et fit courir une main dans ses cheveux, comme il en avait l'habitude lorsqu'il réfléchissait. Il paraissait intrigué. « Racontez-moi, qu'avez-vous trouvé ? Ne me dites pas que toutes nos victimes ont regardé une cassette vidéo pour mourir 7 jours plus tard. » Pas exactement. Jensen lança un paquet de feuilles sur le bureau en direction de Somers qui s'en saisit. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Des registres de bibliothèque. »« Des registres de bibliothèque ?» Il les reposa sur le bureau comme si ses pages s'étaient soudain enflammées. « Tout à fait. Les 5 premières victimes ont emprunté le même livre à la bibliothèque municipale. Ce sont les seules personnes à l'avoir jamais emprunté. On peut donc dire que tous ceux qui ont lu ce livre sont morts. » Somers ne paraissait pas convaincu. « Et qu'en est-il des autres bibliothèques et libraires qui comptent ces livres dans leur stock ? » Il est évident que notre tueur ne saurait éliminer tous ceux qui ont acheté un exemplaire ou qui en ont emprunté un dans une autre bibliothèque.
Ça ne vous intéresse pas de savoir de quel livre il s'agit? Laissez-moi deviner. C'est l'autobiographie de Victoria Beckham? Non, c'est l'affaire de meurtre en série qui nous intéresse, pas de suicide. Soit. Alors dis-moi, de quel livre il s'agit? Jensen se pencha en pointant une ligne dans la moitié inférieure de la première page du tas qu'il avait déposé face à Summers. Celui-ci relit la ligne et examina l'entrée qu'il venait d'indiquer. « The Mighty Blue ?» Non, Jensen pointa à nouveau le même endroit, l'entrée juste en dessous. « The Highly Embarrassing Goat ?» Non, non plus, en appuyant plus fort le doigt là au-dessus. Summers leva les yeux. Il semblait quelque peu irrité, puis, comme s'il venait de comprendre et qu'il souhaitait rattraper son retard, son regard s'empressa de se poser à nouveau sur la page et son visage se décontracta quelque peu. Il regardait l'entrée que désignait Jensens. À première vue, on aurait dit que The Mighty Blue était celui de Highly Embarrassing God. Mais, en y regardant de plus près, on remarquait une entrée vide entre les deux titres, associée à un autre auteur désigné dans la colonne de droite par l'abréviation Anon. C'est un livre sans nom? Je crois bien. Cette première page est une liste de livres empruntés par Kevin Lever. Puis sur les pages suivantes figurent les listes des ouvrages empruntés par les autres victimes. Elles ont toutes emprunté ce livre sans titre écrit par un auteur anonyme. Nous devons retrouver ce livre. Jensens, vous êtes un génie. Non, j'ai juste la chance d'avoir accès à une tripotée de fichiers confidentiels dont l'existence apparaît aux yeux d'une majorité de citoyens comme une attente flagrante aux droits de l'homme. Summers hocha calmement la tête. Ce serait peut-être le cas, mon ami, mais lorsqu'on les utilise convenablement et pour le bien de tous, ce genre de données peut sauver des vies. C'est plutôt l'individu qui arrache la langue et les yeux de ses victimes qui enfreint les droits de l'homme. Vous ne pensez pas? Jensen trouva sa tirade encore plus sentencieuse que d'habitude, mais il avait plus ou moins raison. Sans doute. Summers feuilleta les autres feuilles où figuraient les empreintes des autres victimes. Ces informations ne concernaient en revanche que les 5 premières victimes. Détail qu'il avait négligé lorsque Jensen lui avait présenté le résultat de ses recherches. Summers ne souhaitait pas rabaisser son mérite, mais il lui fallait tout de même poser la question qui s'imposait. Et pour Thomas et Audrey Garcia, où Elvis tant qu'on y est? Ils n'ont pas emprunté ce livre? C'est le gros problème qui se pose. Ces 3-là n'étaient pas inscrits à la bibliothèque. Ils n'ont donc emprunté aucun le livre. Ce qui semble indiquer que notre tueur les a assassinés pour une autre raison. Puisque nous avons en quelque sorte établi un mobile valable pour le meurtre d'Elvis, nous pouvons écarter son cas pour le moment. Summers hocha à nouveau la tête. Ils devaient être sûrs de leur piste. Aussi insista-t-il. Ce n'est peut-être rien. Peut-être ne s'agit-il que d'une erreur dans les registres de la bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Une coquille, ou quelque chose dans ce goût-là. Il y a peut-être plusieurs livres répertoriés dans les catalogues sans titre et d'auteurs anonymes. Peut-être que... Non, je vous l'ai déjà dit, j'ai passé au crible tous les registres. Les 5 personnes sont les seules à avoir emprunté à la bibliothèque municipale un livre sans nom d'un auteur anonyme. La coïncidence est un peu grosse. Peut-être Thomas et Audrey connaissaient-ils l'une des autres victimes. Ils l'auront vu ou consulté le livre sans l'avoir emprunté. Avez-vous quand même cherché d'autres liens existants entre les victimes? Oui, et ça n'amenait à rien. Mais qui sait ce que je trouverai en continuant à creuser? Alors continuez à creuser, Jensens, et n'arrêtez que lorsque vous aurez trouvé notre tueur. Et qu'est-ce qu'il y a? Durant la conversation, Jensens n'avait cessé de pianoter sur son ordinateur portable. Il venait cependant de s'immobiliser, bouche bée, les yeux rivés sur son écran. Summers, je crois que c'est précisément ce que je viens de faire. Summers se redressa sur le fauteuil de Jensens et lâcha les registres de la bibliothèque sur son bureau. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous trouvé ?» Vous n'allez pas le croire. Selon ces données, alors même que nous étions en train de discuter, quelqu'un d'autre a emprunté le livre sans nom. Nous avons une piste. Summers se leva, incapable de contenir son enthousiasme. « Qui est-ce? Comment s'appelle-t-il » Jensens plissa les yeux en scrutant l'écran de son ordinateur. « C'est une femme. Elle s'appelle Annabelle de Furgin. »« Annabelle de Furgin? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ah non, à la con, si vous voulez mon avis. Attendez, laissez-moi voir si je peux trouver son adresse. » Jensen s'appota frénétiquement sur son clavier. À chaque fois qu'il appuyait sur la touche Enter, il s'arrêtait quelques secondes d'écrire et fronçait un peu plus les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne trouvez pas l'adresse » Jensens ne lui répondit pas et continua d'épignoter pendant 30 secondes encore, marmonnant et fronçant les sourcils de temps en temps. Puis, il se décida enfin à parler. « Rien, je n'ai rien trouvé. Cette personne, cette fameuse Annabelle, elle n'a pas la moindre adresse. Je n'arrive pas à y croire. Un livre sans nom, écrit par un auteur anonyme, emprunté par quelqu'un qui n'a pas d'adresse.
Complètement improbable. Summers hocha la tête et se pencha vers Janssens. Il attrapa le rebord du bureau et se mit à serrer les mains si fort que ses doigts devinrent vite blancs. Il était manifestement très contrarié. Les chances qu'Annabelle de Furgin reste en vie, en possession de ce livre, diminuent de seconde en seconde. Nous devons la retrouver avant qu'elle ne se fasse tuer. Faites ce que vous pouvez avec vos fichiers secrets pour trouver son adresse. Moi, je vais m'y prendre à l'ancienne, en allant voir en ville si quelqu'un peut me renseigner. Quelqu'un doit forcément savoir qui est cette Annabelle de Furgin. Estimons-nous simplement heureux de ne pas être tombés sur John Smith. Parfait. Le premier à trouver l'adresse gagne. Le perdant est une femmelette, et celui qui paye sa tournée, ça vous va? Summers sortait déjà du bureau d'un pas décidé. Pour moi, ce serait un café, noir, avec 2 sucres. Chapitre 27. Dante et Casey auraient aimé se rendre directement chez le prêteur sur gage pour se débarrasser de la pierre, mais il y avait un très léger problème, la boutique était fermée. Que faire? Il leur paraissait complètement fou de jeter simplement la pierre sur le bord de la route, vu sa valeur. La meilleure idée de substitution qui vient à Dante fut de la présenter à un gentleman de sa connaissance qui travaillait au musée d'art et d'histoire de Santa Bodega. Le professeur Bertram Cromwell était un vieil ami du père de Dante et avait eu la gentillesse de lui trouver un emploi au musée, même s'il avait été de courte durée. Dante avait appris à apprécier Bertram Cromwell à cette occasion et s'était senti extrêmement coupable à la suite de son licenciement, motivé par le malheureux incident du vase précieux. Cromwell ne lui en avait cependant pas voulu et avait même eu la délicatesse de lui remettre une lettre de recommandation lorsque Dante avait postulé pour l'emploi de réceptionniste. Voilà pourquoi Dante lui serait toujours reconnaissant. Ce seul geste l'avait dispensé de retourner chez lui, dans l'Ohio, la queue entre les pattes. Dès leur première rencontre, Dante avait noté à quel point Cromwell correspondait à l'image qu'il se faisait d'un professeur d'université. Ses cheveux blancs et ondulés étaient impeccablement peignés. Il dardait son regard au-dessus des fines lunettes lorsqu'il s'adressait à son équipe et possédait une bonne centaine de costumes différents, tous sur mesure et extrêmement chers. Il devait avoir la 50aine bien avancée, mais son air et son attitude étaient ceux d'un homme plus jeune de 10 ans. Bien que d'un savoir et d'une intelligence nettement supérieure, il était d'une politesse infinie et, chose rare, il parvenait toujours à se montrer extrêmement aimable sans jamais paraître condescendant. C'était vraiment à ce type de personne que Dante aurait aimé ressembler s'il avait été riche ou intelligent. Mais pour l'heure, il était pauvre et rusé, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Le musée était l'un des plus gros édifices de tout Santa Bodega, occupant à lui seul l'équivalent d'un pâté de maison sur la Grand-Rue. C'était un bâtiment imposant à 8 étages. Fixé à sa façade flottaient des drapeaux de tous les pays du monde. L'une des grandes particularités du musée d'art et d'histoire de Santa Bodega était qu'il recelait d'un objet représentatif de chaque pays du monde, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art inestimable ou d'un simple coquillage. Dante et Casey gravirent les 3 marches de béton blanc de l'entrée principale avant de franchir la porte à tambour aux parois de verre qui leur permit d'accéder au grand hall. Le professeur Bertram Cromwell se trouvait dans l'une des vastes pièces pleines de peintures, à gauche du grand hall. Il finissait une visite guidée organisée pour un groupe d'une bonne quinzaine d'étudiants, tous affairés à photographier en tous sens plutôt qu'à écouter ce que Cromwell disait au sujet des tableaux qui leur étaient présentés. Dante comprit que la visite allait prendre fin. Il savait combien le professeur détestait s'adresser à des touristes ignares qui ne daignaient même pas l'écouter, alors que, en véritable professionnel, il les guidait à travers les salles et les galeries leur donnant la moindre information potentiellement intéressante. Malgré tout, il avait certainement hâte d'en terminer tant la lueur des flashs des appareils photo était pour lui une véritable torture. Dès qu'il aperçut Dante et Casey dans le grand hall, il leur fit signe de s'asseoir en attendant qu'il ait fini. Ils prirent place sur un confortable canapé couleur crème, près du comptoir de la réception. Le grand hall était vraiment très impressionnant. Il était encore plus grand que les 3 derniers appartements que Dante et Casey avaient loués, mis bout à bout. Le plafond était particulièrement haut, d'une bonne dizaine de mètres. Le parquet était impeccable et l'air était délicieusement frais, grâce au meilleur système d'air conditionné de tout Santa Bodega. D'où il se trouvait, il pouvait voir, au-delà de la grande entrée en voûte, la première galerie du musée aux murs recouverts de tableaux. Un certain nombre d'objets avaient été disposés au milieu, à intervalles réguliers, ainsi que des présentoirs surmontés de verres présentant de plus petits artefacts. Aucun des objets exposés ne semblait d'une valeur ou d'un intérêt quelconque aux yeux de Casey et Dante, mais ces derniers, par respect pour Cromwell, s'efforçaient de s'intéresser un tant soit peu à ce qui était présenté. Ils posaient le regard sur un tableau,
et le regardait avec attention, comme pour se pénétrer du sens que la peinture était supposée révéler au spectateur. Malheureusement, c'était une peinture d'un genre qu'il détestait tout particulièrement. Pour lui, un bon tableau était un tableau qui ressemblait à une photographie. Or, celui-ci ressemblait plutôt à un tas d'éclaboussures de couleurs différentes qu'on aurait jetées au hasard sur une toile. Si quelque beauté se cachait derrière cet amas, Dante était bien incapable de la voir. Le troupeau d'étudiants finit par sortir du musée, encourageant Dante à se lever du canapé pour s'approcher de Cromwell. Casey lui prit directement la main et le suivit, restant un demi-pas en retrait. « Salut Cromwell, comment ça va ?»« Pour le mieux, merci, monsieur Vittori-fils. C'est un plaisir de vous revoir, ainsi que vous, mademoiselle Felangui. Que puis-je pour vous ?»« Cromwell, j'aimerais bien que vous jetiez un coup d'œil à quelque chose. On est tombé sur un truc qui vaut sûrement beaucoup de fric, et, vous l'imaginez aisément, on est un peu en train d'essayer de voir comment on pourrait profiter du coup de chance qu'on a eu. Avez-vous cet objet sur vous ? Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas aller dans un coin un peu plus discret pour vous le montrer ? En réalité, j'ai beaucoup à faire, Dante. Croyez-moi, prof, vous n'allez pas le regretter. » Le professeur haussa le sourcil. Il semblait convaincu que tout cela ne serait qu'une perte de temps, mais il était bien trop aimable et bien trop poli pour les congédier sans se plier à leurs requêtes. Eh bien, ce doit vraiment être un objet très particulier. Suivez-moi, je vous prie. Nous verrons cela dans mon bureau. Kant et Casey suivirent Cromwell le long d'un dédale de couloirs pendant plusieurs minutes, échangeant avec lui quelques petites plaisanteries, tout en jetant un coup d'œil aux tableaux et aux objets qu'ils croisaient en chemin. Dante avait beau avoir fait partie de l'équipe d'entretien jusqu'à une date relativement récente, il ne reconnaissait pas un seul des objets exposés. Ce n'était pas un amateur d'art, et les artefacts historiques ne l'intéressaient en rien. Il y avait fort à parier que lorsqu'il réemprunterait le chemin pour sortir du musée, il ne reconnaîtrait toujours pas un seul des objets présentés. Casey, pour sa part, regardait attentivement tout ce qui défilait sous leurs yeux et mémorisait chaque œuvre, non parce qu'elle trouvait ces objets intéressants, mais parce qu'elle tenait absolument à se souvenir du chemin à prendre pour sortir. Ce n'était que la deuxième fois qu'elle voyait Bertram Cromwell, et elle ne s'était pas encore fait une opinion précise à son sujet. Il convenait donc d'être extrêmement prudente et de mémoriser le chemin, au cas où Dante et elle se verraient forcés de s'échapper au plus vite. L'échange qu'ils avaient eu avec la dame mystique l'avait rendue un peu paranoïaque et beaucoup plus méfiante envers autrui que d'habitude. À juste titre. Chapitre 28. Le bureau de Cromwell était situé en sous-sol. C'était une grande pièce, le genre de pièce qu'on devait s'enorgueillir d'occuper. Face à la porte se trouvait un bureau en chêne massif et poli datant du XIXe siècle, et un fauteuil tapissé de cuir noir aux dimensions proprement effrayantes. Face au bureau étaient disposés 2 fauteuils également tapissés de cuir noir, plus petits mais tout aussi distingués. Cromwell fit signe à Dante et Casey d'y prendre place et, quant à lui, s'installa confortablement dans l'énorme fauteuil. Si Dante semblait n'attacher aucun intérêt à la pièce où il se trouvait, Casey, pour sa part, était stupéfaite par sa magnificence. 2 murs entiers étaient recouverts, du sol au plafond, d'épais ouvrages reliés, serrés les uns contre les autres, sur des dizaines d'étagères en chêne. C'était exactement l'image qu'elle se faisait de la bibliothèque la plus précieuse au monde. Les 2 autres murs étaient recouverts de panneaux de bois sombres et brillants, auxquels avaient été fixées plusieurs grandes toiles toutes extrêmement sombres. On ne décelait pas la moindre couleur vive. Sans la douce chaleur produite par le chauffage intégré au mur et la lumière éclatante du magnifique lustre, cette pièce aurait été vraiment très intimidante, voire tout à fait effrayante. Cromwell trouva enfin la position la plus confortable, après quelques instants passés à se dandiner dans les crissements du cuir de son fauteuil. Il rapprocha ses mains l'une de l'autre et se mit à tapoter le bout des doigts de l'une contre les bouts de doigts de l'autre, pendant quelques secondes, avant de sourire à tour de rôle à ses 2 hôtes. D'abord à Dante, puis à Casey. Voyant qu'aucun des 2 ne semblait se rendre compte à quel point son temps était précieux, il se décida finalement de prendre la parole plutôt que d'attendre que ses hôtes entament la conversation. « Fort bien, Dante. Puis-je voir ce si précieux objet que vous possédez ?» Casey attendit le feu vert de Dante qui s'empara de le lui accorder d'un bref acquiescement. Elle retira alors la chaîne qui pendait à son cou, et le pendentif émergea de son vêtement, pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans le musée. Cromwell tendit la main au-dessus de son bureau, et Casey déposa le pendentif dans sa paume. Pendant quelques secondes, Cromwell demeura immobile, se contentant uniquement d'examiner ce qu'elle venait de déposer dans sa main.
À en juger par son expression, il semblait reconnaître cette pierre. Ses yeux étincelèrent et, pendant un bref instant, son visage fut celui d'un enfant au comble de l'excitation le soir de Noël. Enfin, après avoir scruté la pierre assez longtemps pour qu'il ne lui subsiste plus aucun doute quant à l'intérêt qu'il lui portait, il approcha son visage et l'observa avec un regard sombre et inquisiteur. « Qu'est-ce que vous en pensez » demanda Casey. Cromwell ignora sa question et ouvrit un tiroir sur sa gauche. Il fouilla d'une main tâtonnante à l'intérieur, cherchant manifestement un objet bien précis, sans pour autant lâcher la pierre du regard, ne serait-ce qu'un bref instant. Il finit par en extraire une très petite loupe qu'il portait à son œil. S'ensuivirent 30 secondes durant lesquelles il examina la pierre sous tous les angles, la manipulant sous la loupe de la main droite. « Alors, relança Casey, à présent un peu embarrassé qu'il ne lui ait toujours pas répondu. Cromwell déposa le collier et la loupe sur son bureau et inspira profondément. Cette pierre est effectivement extrêmement précieuse. « Combien elle vaut à votre avis ?» demanda Dante, le comportement assez étrange du professeur suscitant en lui tous les espoirs. Cromwell fit pivoter son fauteuil et se leva. Il se dirigea droit vers le mur recouvert de livres à sa gauche et fit courir ses doigts le long du dos des ouvrages de l'étagère au niveau de son menton. Après en avoir caressé de la sorte 8 ou 9, sa main s'immobilisa sur un livre très épais à la reliure noire. Il s'en saisit et revint s'asseoir, posant délicatement l'ouvrage sur son bureau. Cette pierre bleue est sans doute la pierre de la lune la plus précieuse au monde, dit-il en regardant Dante, puis Casey, afin de s'assurer qu'il comprenait les implications de ce qu'il venait de leur révéler. « Génial, lança Dante. Où est-ce qu'on peut la vendre ?»« Je doute que vous ne puissiez la vendre. »« Ah, je l'attendais, celle-là. Et pourquoi pas ? Permettez-moi de consulter un instant ce livre. Il s'y trouve un passage concernant cette pierre que vous devez absolument lire avant de décider ce que vous allez en faire. Ok. » Dante et Casey échangèrent des regards brillants d'excitation pendant que Cromwell feuilletait l'ouvrage. Casey saisit la main de Dante et la serra fort afin de maîtriser ses émotions. « Comment s'appelle ce bouquin » demanda-t-elle. « Il s'agit du livre de mythologie lunaire. »« Ah d'accord. » Elle ne comprit pas la réponse et regretta avoir posé la question. Elle n'était pas seule dans ce cas. Dante n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait signifier mythologie lunaire. Au terme d'une bonne minute de recherche via une lecture rapide du texte et d'une bonne dose de et de Cromwell trouva enfin la page qu'il cherchait et se mit à la parcourir silencieusement. De sa place, Dante parvenait à voir l'illustration en couleur sur la page. La représentation d'une pierre bleue qui ressemblait beaucoup à celle qu'ils avaient remise à Cromwell. La pierre du livre n'était pas montée en pendentif comme celle que Casey avait portée jusqu'alors, mais elle était quasiment identique à celle qui reposait sur le bureau, sous leur nez. Après 1 ou 2 minutes, Cromwell leva les yeux en direction de ses hôtes et retourna le livre vers eux. Casey et Dante parcoururent du regard les 2 pages qui leur faisaient face, s'attendant à ce que quelque chose de particulièrement enthousiasmant leur saute aux yeux, comme par exemple une somme en dollars indiquant la valeur de la pierre. Ils ne virent cependant rien de tel et furent donc très vite contraints de lancer un regard vers Cromwell, espérant qu'il leur explique ce qu'ils étaient censés voir. « Jeune fille, cette pierre bleue que vous portez au cou est connue des historiens sous le nom de l'œil de la lune. Waouh !» Casey était très impressionné. « L'œil de la lune ?» Ça avait vraiment de l'allure, sans compter qu'elle n'avait jamais eu le privilège de porter un bijou qui possédait son propre nom. « Alors combien est-ce que ça vaut ? Cette question, jeune homme, ce n'est pas à moi que vous devez la poser, mais à vous-même. Cette pierre vaut-elle que vous mettiez votre vie en danger ? Oh merde, pas vous ! L'œil de la lune n'a pas de valeur marchande, Dante. Sa valeur réside dans les yeux de celui ou celle qui le porte. Certaines personnes sont prêtes à tout pour mettre la main sur cette pierre, et ce n'est pas pour s'enrichir qu'elles cherchent à l'obtenir. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est très belle ? Non. Elle est effectivement très belle, je vous le concède, mais en croire la légende, ainsi que ce livre, l'œil de la lune tient son incommensurable valeur de ses pouvoirs. Il s'agit d'une sorte de pierre magique, si vous préférez. Pardon ? Dante était à présent très décontenancé. Il connaissait suffisamment Bertram Cromwell pour savoir qu'il était tout sauf idiot. C'était un homme intelligent, pas le genre à raconter n'importe quoi. Et s'il disait que cette pierre avait une sorte de pouvoir magique, il y avait toutes les raisons de penser qu'il disait la vérité, aussi absurde qu'elle puisse sembler. Il existe diverses histoires concernant les pouvoirs de l'œil de la lune. Certains prétendent que quiconque le porte, par exemple en pendentif autour du cou, ou même se contente de le tenir dans sa main, devient immortel. Immortel ? Genre, il peut pas se faire tuer ? Il vit pour toujours ? Tout à fait. Mais d'aucuns racontent également qu'il vole l'âme de quiconque le porte. Et y en a qui croient à ces conneries ? Oh, assurément.
Vous croyez à cette connerie, Bertie? Je ne dispose pas d'assez d'éléments pour trancher. Alors, qu'est-ce qu'on doit en faire? Eh bien, vous pourriez éprouver la théorie selon laquelle cette pierre possède un incroyable pouvoir de guérison. La proposition piquait la curiosité de Dante. Comment ça? Bertram Cromwell saisit le pendentif posé sur la table et le lança à Dante, qui le rattrapa au vol. Passez le collier autour de votre cou et je vous trancherai très légèrement dans la chair de votre bras, juste assez pour faire couler le sang. Si la pierre possède le pouvoir qu'on lui prête, alors la blessure guérira d'elle-même et vous ne ressentirez aucune douleur. Dante lança un regard vers Cassie afin de voir ce qu'elle en pensait. Elle semblait impatiente de le voir essayer, même si c'était un peu à contre-cœur, parce qu'il ne croyait pas à la sorcellerie ou en ce genre de foutaise, mais il ne croyait pas non plus à la notion de douleur. Il enfila le collier et le laissa tomber autour de son cou. Puis il retroussa sa manche droite et tendit son bras. Cromwell le saisit de la main gauche et de sa droite tira un couteau à cran d'arrêt de la poche intérieure de sa veste. Il fit surgir la lame et l'approcha du bras de Dante, soudain très surpris qu'un professeur se balade avec un cran d'arrêt dans sa poche. « Ok, dit Dante en fixant la lame acérée de Cromwell. « Allez-y carrément. Vous êtes sûr? Ouais, allez-y. Mais dépêchez-vous avant que je ne change d'avis. » Bertram Cromwell inspira profondément, puis enfonça vigoureusement la pointe du couteau dans l'avant-bras de Dante. Deux choses se produisirent quasi simultanément. La lame s'enfonça de 5 centimètres, et Dante poussa un hurlement retentissant. « Waouh! Oh, putain, mais merde! Waouh! Espèce de putain d'abruti! Putain de merde! Vous m'avez planté! Bordel de merde! Espèce de vieille enculée! » « Ça fait mal? Demanda Cassie. Et ce ne fut franchement pas l'une de ses plus brillantes remarques. « Mais bien sûr que ça fait mal, putain! Je viens de me faire poignarder, bordel !» Dante agrippait son bras, tentant désespérément de juguler l'hémorragie, dont le débit était fort impressionnant. Cromwell avait tiré de sa poche un mouchoir en papier, avec lequel il essuyait la lame de son couteau. « Sentez-vous la blessure guérir d'elle-même, Dante? Vous vous foutez de ma gueule? Vous avez failli couper le bras en deux? Bien sûr que c'est pas en train de guérir tout seul. Ça va prendre des putains de semaines à guérir. Il va sûrement falloir me faire des points de suture. Putain, Cromwell, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je pensais que vous alliez juste me faire une petite entaille, pas me découper le bras, bordel de merde. Je suis confus, Dante. Je voulais simplement que la plaie fût assez conséquente pour nous assurer sans l'ombre d'un doute de l'efficacité de la pierre ou de son inefficacité. En tout cas, si le but était de me laisser une putain de cicatrice à vie, je crois qu'on peut dire qu'elle est sacrément efficace, cette putain de pierre. Cromwell tira un mouchoir en tissu blanc de la boutonnière de sa veste et le tendit à Cassie. « Tenez, Cassie. Attachez ceci autour de la blessure de Dante, en serrant fort. Cela jugulera le saignement. » Cassie prit le mouchoir et saisit le bras de Dante. Elle enveloppa le mouchoir autour de la plaie et fit un nœud aussi serré qu'elle put. « Ça va comme ça, mon cœur ?» L'expression de Dante changea soudain, passant d'une douleur et d'une colère infinie à la surprise la plus complète. « Oh là, attendez une minute. J'ai l'impression que la blessure a guéri toute seule. »« C'est vrai ?» demanda Cromwell sans rien cacher de son excitation. « Non, espèce de gros con, bien sûr qu'elle n'a pas guéri. Vous m'avez enfoncé un couteau dans le bras, vous vous rappelez? Putain, et dire que vous êtes professeur. » Il retira le collier et le tendit à Cassie. « Tiens, prends cette saloperie et colle-lui sur le crâne avec, s'il te plaît. »« Dante, je suis désolé, vraiment, je le suis. Écoutez, je vais me faire pardonner, je vous le promets. Je vous ferai réembaucher par le musée, si vous le souhaitez. » Dante commençait enfin à se calmer. En fait, il s'en voulait un peu d'avoir injurié le professeur, surtout de l'avoir traité de vieil enculé. « Oh, oubliez ça, prof. Je survivrai, j'ai connu pire. » « Mais ainsi, Dante, si je peux quelque chose pour vous... »« Oui, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Dites-moi simplement où est-ce que je peux vendre ce foutu collier au meilleur prix. » Cromwell hocha la tête. « Ne cherchez pas à le vendre, Dante. Débarrassez-vous-en, mon jeune ami. Il ne vous vaudra que plus de souffrance et de peine encore si vous le gardez plus longtemps. Ça ne peut pas être pire que ce que je viens de vivre, pas vrai? Au contraire, ça peut être bien pire. Je ne vous ai pas encore tout dit. »« Quoi ?» lança Dante, serrant son bras en grimaçant de douleur. « Demain midi aura lieu une éclipse solaire totale. Assurez-vous de ne plus avoir cette pierre en votre possession lorsque cela arrivera. Pourquoi ça? Parce que ce serait dangereux. Cette pierre appartient aux moines du bal. Ils viendront la chercher, et ils ne reculeront devant rien, absolument rien, pour la récupérer. Plus longtemps vous garderez cette pierre, plus courte sera votre espérance de vie. »« Ah ouais? Et pourquoi cette pierre est si importante pour les moines? » ?»« Parce que, mon jeune ami, aussi ridicule que cela puisse nous sembler à nous deux, les moines croient que cette pierre bleue permet de contrôler les mouvements de la lune. »
Si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pourrait être utilisée pour empêcher la Lune de tourner en orbite autour de la Terre. Et ce serait grave, demanda Cassie. Elle savait que la question était stupide, mais le professeur et l'atmosphère générale du musée la rendaient extrêmement nerveuse. Quand Cassie était nerveuse, elle ne pouvait s'empêcher de parler pour ne rien dire, et donc de toujours proférer des stupidités. C'était pour cette raison qu'elle adorait la compagnie de Dante. Il n'était pas bien malin, mais cela ne le dérangeait pas, parce qu'il avait confiance en lui. Cassie, en revanche, était intelligente, mais il lui arrivait souvent de passer pour une imbécile parce que, malgré tout son courage, elle n'arrivait pas à se maîtriser lorsqu'elle se trouvait en compagnie de gens importants ou dans un environnement qui ne lui était pas familier, en particulier dans un décor aussi impressionnant que celui du musée. Fort heureusement, Cromwell ne jugeait personne selon son intelligence, pour la simple et bonne raison que la plupart des gens faisaient figure d'imbéciles comparés à lui. Aussi répondit-il à la question de Cassie sans le moindre signe de suffisance. Oui, ce serait très grave. D'abord, la Lune conditionne les marées, mais plus important encore, et bien plus précisément en l'occurrence, une éclipse solaire totale se produira demain à midi. Si la légende dit vrai, si la personne qui porte la pierre peut contrôler l'orbite de la Lune, à votre avis, qu'est-ce que cette personne pourrait bien projeter pour demain? Dante n'avait aucune envie de passer pour un abruti, mais il ignorait complètement la réponse à cette question. Elle devait certainement être évidente aux yeux de la plupart des gens, mais lui était complètement perdu, et apparemment, c'était également le cas de Cassie. En conséquence, après quelques secondes de silence, Cromwell répondit lui-même à sa propre question. Si celui qui porte la pierre s'en sert durant une éclipse, il est fort possible qu'il cherche à rendre cette éclipse permanente. Je ne vous assommerai pas de détails techniques, mais je puis vous assurer que celui qui portera la pierre sera en mesure de maintenir la Lune alignée au Soleil par rapport à la Terre, afin d'empêcher la lumière du jour d'inonder Santa Bodega. Pour résumer, la ville se retrouverait alors dans les ténèbres les plus complètes durant les 365 jours de l'année. Et ceci, mes amis, n'est pas le plus sûr moyen d'attirer les vacanciers. En fait, c'est le plus sûr moyen d'attirer les détraqués. Putain. Dante avait laissé s'échapper le premier mot qui lui était passé par la tête. Ce n'est pas tout à fait ainsi que j'aurais synthétisé mes propos. Mais qui aurait intérêt à ce que cela arrive? Vous avez dit que pas mal de monde aimerait bien mettre la main sur cette pierre. Mais j'imagine qu'aucun d'eux n'a envie de cacher le soleil jusqu'à la fin des temps. Ce serait complètement stupide. Dante était incapable d'imaginer quel bénéfice on pouvait tirer d'un acte aussi irrationnel, à part peut-être pour de l'argent. Je suis tout à fait de votre avis, mon jeune ami, mais, selon toujours la légende, certains individus souhaitent vraiment que cela arrive. Comme qui? Je n'en sais rien. Des adorateurs de Satan, peut-être? Des personnes allergiques au soleil ou redoutant le cancer de la peau? Vos spéculations seront en la matière aussi valables que les miennes en vérité. Mais il n'en reste pas moins que l'œil de la Lune est entré dans Santa Bodega, quelques jours avant que survienne l'éclipse solaire, Dante, et l'on est forcé de se demander, au vu des circonstances, si la personne qui l'a amené ici a choisi ce moment précis à dessein. Cassie sentait la paranoïa se répandre en elle comme une tumeur maligne. Des adorateurs de Satan? S'il y avait 3 choses que Cassie savait sur les adorateurs de Satan. 1. Ils adoraient Satan, évidemment. 2. C'était le genre à aimer sacrifier des êtres humains, probablement. 3. Quand ils n'étaient pas spécialement habillés pour leur rituel sataniste, ils ressemblaient à n'importe qui. Chapitre 29. Il n'était pas encore midi, et le tapioca était déjà rempli d'inconnus. En temps normal, Sanchez aurait déjà littéralement pété un plomb, mais il se fendait en pareille occasion d'une relative tolérance. La grande fête de la Lune battait son plein en ville, et ses réjouissances attiraient toujours un grand nombre de touristes. Cette fois-là, il existait une autre raison à cette tolérance. Sanchez avait détaillé chacun de ses clients afin de voir si l'un d'eux portait la pierre bleue en pendentif autour du cou. Ce n'était le cas de personne au tapioca, mais il avait l'intention de sortir durant l'après-midi afin de passer discrètement en revue un nombre encore plus important de badauds. La fête de la Lune n'avait lieu qu'à l'occasion d'une éclipse. Cela aurait été un événement exceptionnel partout ailleurs sur Terre, mais, à Santa Bodega, la ville oubliée, connaissait une éclipse solaire totale tous les 5 ans. Personne ne savait à quoi cela était dû, mais tous les gens du coin s'en félicitaient, parce que, lorsque la fête battait son plein, il n'existait pas d'autre endroit au monde où ils auraient préféré se trouver. Ces festivités faisaient partie de la culture de Santa Bodega depuis longtemps. Elles remontaient à des siècles, quasiment au jour où une poignée d'aventuriers espagnols avaient établi leur premier campement sur le site où se dressait à présent la ville.
La préférence de Sanchez dans cette fête allait au déguisement. Tout le monde en ville faisait vraiment un gros effort pour se déguiser, ce qui contribuait à établir une ambiance joyeuse, vivante et agréable. Tout le monde étant d'humeur enjouée et amicale, malgré la consommation des quantités hométriques d'alcool, les risques qu'une bagarre n'éclate se sont trouvés considérablement réduits, ce qui facilitait le travail de Sanchez et assurait une plus grande sécurité aux clients, aux meubles et aux différentes installations du tapioca. En outre, Sanchez appréciait particulièrement, lors de la fête de la Lune, la foire qui s'installait aux abords de la ville. Des forains étaient arrivés quelques jours plus tôt, comme à chaque fois, et la foire battait son plein depuis alors une semaine. C'est seulement la veille de l'éclipse que Sanchez avait enfin trouvé le temps d'y faire un tour. Laissant Mouka s'occuper du tapioca et des parfaits inconnus qui l'emplissaient, il partit seul pour la foire. Son principal objectif était de jouer. Il existait à la foire toutes sortes de possibilités de parier l'argent gagné à la sueur de son front. Sanchez avait entendu parler d'un casino installé sous l'un des chapiteaux et d'un mini-circuit de course de rats dans un autre. Mais c'était surtout les rumeurs concernant le concours de boxe qui l'intéressaient. On disait que le chapiteau qui l'accueillait n'avait jamais désempli depuis son ouverture. Sur un ring où le premier venu pouvait se mesurer un boxeur forain avec, en général, pour objectif de tenir 3 rounds sans être mis KO. La foire se comportait d'un gigantesque ensemble de chapiteaux aux couleurs vives et de stands de décorations somptueuses, tous emplis de touristes aux yeux écarquillés. Toute la zone grouillait de gens qui passaient d'une attraction à une autre, au rythme des différents morceaux que diffusaient pêle-mêle des haut-parleurs montés sur des mâts. Sanchez ignorait complètement ces divertissements secondaires. Seul comptait pour lui le chapiteau de boxe, le plus bondé de tous. On aurait dit que toute la population de Santa Bodega avait eu la même idée que lui, se rendre dans ce chapiteau et s'y rendre de bonne heure. Il était du reste très facile à repérer. Juste devant était aligné un rang impeccable de centaines de Harley Davidson, signe évident que les Hells Angels étaient entrés dans la ville. Il lui fallut une bonne vingtaine de minutes pour entrer dans l'énorme chapiteau. À l'intérieur, les flux et reflux de la marée humaine rendaient difficile, voire périlleuse, toute progression en direction du ring. Les organisateurs avaient manifestement anticipé le nombre important de visiteurs. Le ring avait été installé au sommet d'une plateforme afin que chacun puisse jouir d'une vue relativement bonne. On était ici bien loin des règles du marquis de Queensberry. Il s'agissait de boxe sauvage à poings nus et, à l'exception de morsures et de fourchettes aux yeux, tout le reste était autorisé, y compris l'usage des pieds, des coudes et de la tranche des mains. Lorsque Sanchez parvint enfin à entrer, un combat était déjà en cours. Un combat complètement inégal au demeurant. L'un des types était quasiment 2 fois plus grand que l'autre. C'était un gros balèze au crâne rasé, entièrement recouvert de tatouages. Son modeste adversaire avait tout du père de famille, sur le ring uniquement parce que ce combat représentait pour lui le plus sûr moyen de nourrir femme et enfants. Il suffisait de jeter un simple regard sur ce type pour se convaincre que le combat durerait depuis déjà un bon petit bout de temps. Il était en charpie. L'un de ses yeux pendait littéralement hors de son orbite, et l'homme titubait en tenant son épaule gauche, comme si celle-ci avait été disloquée et qu'il essayait de la remettre en place. La condition du boxeur au crâne rasé offrait un puissant contraste. Il était aussi frais que la plaie au-dessus de l'œil encore valide de son adversaire, d'où le sang giclait en tous sens. Sanchez ne fut pas surpris de voir le combat s'achever presque immédiatement. Le père de famille fut vite emmené hors du ring par la sortie des artistes, certainement pour prendre un peu l'air et recevoir des soins susceptibles de le sauver d'une mort quasi certaine. Le combat fini, une partie de la foule se dispersa et Sanchez eut une meilleure vision des lieux. Une espèce de monsieur loyal, coiffé d'un haut de forme et vêtu d'un costume à queue de pie, fit son entrée sur le ring et, appuyant son micro contre sa bouche, se mit à hurler des mots que, dans le vacarme ensourdissant du chapiteau, Sanchez fut incapable de comprendre. Quelqu'un avait dû cependant saisir le sens de ce message, car il ne se passait pas une minute avant qu'un autre volontaire ne monte sur le ring, sous les vivas retentissants de la foule. Au moins ce type avait l'air un peu plus crédible que le précédent. Le pugiliste au crâne rasé, qui apparemment répondait à un vague aboiement que Sanchez interpréta comme « Hammerhead », tête de marteau, n'avait pas quitté le ring. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre qu'il s'agissait d'un boxeur professionnel payé pour se battre contre tout boxeur volontaire, pour le compte des gérants de l'attraction. Il fallait tenir 3 rounds de 3 minutes face à Hammerhead, sans tomber KO ou se voir contraint de jeter l'éponge. La participation coûtait $50, mais si le challenger parvenait à tenir les 3 rounds, il recevait la somme de $100. Si par quelque miracle complètement improbable, il arrivait à mettre Hammerhead KO dans la liste des 3 rounds, il repartait avec $1000. Pour de nombreux imbéciles complètement ivres,
C'était une raison suffisante pour tenter leur chance. En fait, c'était une raison de tenter le coup même pour des imbéciles qui n'avaient pas bu une seule goutte d'alcool. Le challenger qui entra dans le ring était un homme blanc, d'apparence plutôt banale. Hammerhead pesait bien 20 kilos de plus. Le nouvel arrivé devait certainement vouloir survivre aux 3 rounds, sans la moindre espérance de mettre KO le champion en titre. Sanchez se fit donc une joie de miser $20 sur une victoire d'Hammerhead dès le premier round. Au milieu du public, un bookmaker lui offrit un taux qui lui permettait de doubler sa mise s'il l'emportait. Mais Sanchez aurait dû se méfier. À son très grand déplaisir, le challenger dansa pendant les 2 premiers rounds, envoyant de temps en temps un crochet timide en direction de son robuste adversaire. De son côté, Hammerhead rata swing sur swing, probablement intentionnellement. Puis, au début de la 2e minute du 3e round, il se réveilla soudain de sa léthargie, et en 3 directs, boum, boum, boum. Il mit un terme au match. C'était ainsi que se passait ce genre de combat. Sanchez le savait, tout le monde le savait, et pourtant, les bookmakers étaient toujours les seuls à éclater de rire à chaque fin de match, les salopards. Ce dont Sanchez avait besoin, c'était d'un vrai bon tuyau. Il devait savoir ce que les bookmakers savaient, ou, mieux encore, ce qu'ils ignoraient. Alors qu'il était encore à maudire le sort, il pressentit le tuyau en or qu'il avait espéré. À l'autre bout de l'énorme chapiteau, portant un intérêt évident au combat, se trouvaient les 2 moines du bal, Kyle et Peto. Malgré leur accoutrement bizarre, ils ne ressemblaient plus à 2 enfants de cœur perdus dans un bordel. En fait, ils commençaient même à se fondre dans la faune locale de Santa Bodega. Sanchez les observa une minute. Ils passaient le plus quart de leur temps à échanger des murmures, acquiesçant après chaque phrase chuchotée pour exprimer leur accord. Un pari peut-être ? Mieux encore. Peut-être l'un d'eux allait-il se mesurer aux boxeurs professionnels ? Ces types étaient vraiment de redoutables combattants. Sanchez le savait, mais les bookmakers ne pouvaient que l'ignorer. N'ayant rien à perdre, il se frayait un chemin jusqu'aux moines. « Et salut les mecs, comment ça va ? J'espérais pas vous revoir de sitôt. Sanchez, le patron de bar, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau. » Peto acquiesça en affichant un demi-sourire. « Et si l'un de vous allait cogner un peu sur ce mec ? Vous pourriez le terrasser en 2 temps 3 mouvements. Je vous ai vu vous battre, vous vous rappelez ? Vous êtes des vraies brutes épaisses. C'est clair. Ouais, pense à Sanchez. Il commence vraiment à se fondre dans le tableau. C'est certain. Mais il n'est pas de notre nature de nous battre à moins que ce ne soit vraiment nécessaire ou impossible à éviter. Et si je paye votre droit d'admission ? » Les 2 moines échangèrent un bref regard. Ils n'arrivaient pas à y croire. Peut-être ne serait-il pas obligé de voler quelqu'un après tout. Ok. Sanchez, lui non plus, n'arrivait pas à y croire. Chapitre 30. Refroidis, si ce n'est franchement terrifié par leur conversation avec Cromwell, Dante et Casey quittèrent le musée et se rendirent à la foire dans un but précis. Comme tant d'autres, ils se dirigèrent directement vers le chapiteau de boxe, mais pour des raisons bien différentes. Ils avaient assisté aux matchs successifs plus d'1 heure durant avant d'arriver à une conclusion incontestable. Hammerhead était bien l'homme sur qui ils devaient investir une partie de leur argent. Il avait enchaîné 4 combats et à chaque fois remporté une victoire confortable, sans montrer le moindre signe de faiblesse. Mais il n'était pas venu là pour parier sur lui, pour miser de l'argent sur une victoire ou une défaite du boxeur. Leur intention était de miser leur vie sur ce champion. Dante, après avoir consulté la Dame Mystique et le professeur Cromwell, avait conclu qu'il leur fallait un garde du corps. S'ils voulaient échanger l'œil de la lune contre une importante somme d'argent, il leur fallait une protection digne de ce nom. Et pour ce faire, choisir le meilleur combattant de concours de boxe à poings nus ouvert à tous semblait être la meilleure façon de procéder. Casey semblait totalement convaincu qu'Hammerhead était l'homme de la situation. Mais Dante avait encore quelques doutes. Il avait envie de voir encore un peu le gros molosse à l'œuvre, car il avait le pressentiment que tous ses combats étaient truqués. Force fut de constater que le 5e adversaire d'Hammerhead ne fit pas spécialement se dresser les cheveux de l'assistance lorsqu'il monta sur le ring. C'était un type au crâne rasé, assez petit, avec une drôle de dégaine, vêtu d'une sorte de tunique de karaté orange et d'un pantalon noir bouffant. Après un court échange avec l'arbitre, durant lequel il fut sans doute informé des règles, très peu nombreuses, du combat, le petit homme fut présenté au public. Le présentateur, haute forme et queue de pie, saisit l'un des poignets de Peto, l'amena au centre du ring et beugla dans son micro. « Mesdames et messieurs, notre challenger pour ce nouveau match est venu tout droit d'une île du Pacifique pour tenter sa chance. Veuillez applaudir Peto l'innocent. »
Dans le coin attribué au petit homme se trouvait un autre individu, vêtu à l'identique, à peine plus grand, et qui réussissait le tour de force de paraître aussi inquiet que piteux. La présentation du challenger fut suivie de huées tonitruantes des spectateurs qui, très vraisemblablement, essayaient ainsi de faire enrager le nouveau venu, dans l'espoir d'assister à un véritable bain de sang. Pété était tout juste 2 fois plus petit qu'Hammerhead, et peu de personnes semblaient avoir misé sur lui. Dante hocha la tête. Même si Hammerhead remportait haut la main la victoire, il ne serait toujours pas sûr de vouloir remettre sa vie entre les mains du gros dur tatoué. Cassie le sentait bien et se dit qu'elle devait l'en convaincre d'une autre façon. Elle désirait quitter cet endroit au plus vite. Les lieux n'étaient pas sûrs. Le seul endroit où elle se sentait en sécurité était leur chambre de motel. Ok, si Hammerhead remporte ce match, on ira lui faire une offre. On ne peut pas rester comme ça à attendre sans rien faire. À contre-cœur, Dante approuva. D'accord, mais c'est moi qui causerai. Combien tu vas lui proposer? Je pensais 5000. 5000? Tu crois que c'est trop, c'est ça? Bah, ça fait quand même beaucoup de fric. Mais si tu penses que c'est ce qu'il vaut, alors je me range de ton avis. C'est pour ça que je t'aime, Kess. Il la tira vers lui pour lui planter un baiser sur les lèvres. Cela suffit à réchauffer le cœur de Cassie et calmer ses craintes tout à la fois. Ils se frayèrent un chemin à coups de coude dans la foule bruyante, transpirante, égorgée de bière, pour se retrouver au pied du ring. Paradoxalement, c'était l'endroit le moins bondé du chapiteau. Le ring était si haut perché qu'on ne pouvait rien voir si près de la plateforme. Désirant échanger un ou deux mots à Hammerhead avant le début du match, Dante se rapprocha au maximum du ring. « Hé mec, yo, espèce de masse !» hurla-t-il au-dessus des bruits de la foule. Il fut aussitôt évident qu'Hammerhead ne pouvait pas l'entendre. Aussi Dante se dirigea-t-il vers son coin. L'entraîneur d'Hammerhead prêterait sûrement une oreille à ce qu'il y avait à lui dire. C'était lui aussi un type plutôt musclé et patibulaire, et il portait des tatouages à des endroits qui traduisaient une très forte tolérance à la douleur. Il y en avait des gros, des petits aussi, tous sinistres. Serpents et couteaux semblaient être les principaux thèmes d'illustration, émaillés de mots aussi évocateurs que mort et élu. Son visage était en outre recouvert de poils, non pas par une barbe épaisse et broussailleuse, mais plutôt par une sorte de duvet épais qui recouvrait aussi bien la moitié supérieure de sa face que la moitié inférieure. Il devait bien faire une tête de plus que le petit chauve qui venait de se mettre en garde face à Hammerhead, et pourtant il n'était que l'entraîneur. « Et toi, je peux te parler une seconde ?» cria Dante à l'oreille de l'homme en essayant de se faire entendre dans le vacarme qui régnait. « Non, fous le camp. Alors est-ce que je peux parler à Hammerhead après le match? J'ai une proposition de boulot à lui faire. Je t'ai dit de foutre le camp, alors grouille-toi de dégager avant que je t'enfonce la tête dans le cul. » Dante accueillit particulièrement mal le ton de la réponse et se dit que si bagarre il devait y avoir avec l'entraîneur, il était fin prêt à entrer dans le vif du sujet. La profonde blessure que Cromwell lui avait infligée plus tôt dans la matinée avait guéri aussi proprement que rapidement, mais il préférait ne pas l'avouer à Cassie. Il pourrait sans aucun mal envoyer 2 ou 3 coups de poing si la situation l'imposait. « Va te faire enculer, t'as dit quoi? J'ai dit d'aller te faire enculer, espèce de sale tête de singe à la con. » C'était le genre de situation que Cassie redoutait sans cesse. Dante avait la fâcheuse habitude, par moments, de ne pas se maîtriser. Assez régulièrement, il éprouvait le besoin de rester droit dans ses bottes lorsqu'il s'estimait provoqué par un supérieur hiérarchique au travail, ou, comme c'était le cas ici, par quelqu'un qui pesait bien 20 kilos de plus que lui. Le robuste entraîneur déposa son seau, approcha son visage de celui de Dante, aussi près qu'il put, sans toutefois le toucher. « Répète ça, fiston, vas-y, essaye un peu. » Dans un silence inconfortable, Dante préparait sa réponse. Cassie vint à son secours en s'empressant de couper net l'escalade verbale. « Est-ce que ça vous dirait à toi et ton pote Hammerhead de vous faire 5000 $ pour 1 heure de boulot ?» proposa-t-elle en abordant un sourire le plus large et le plus éclatant. L'entraîneur regardait toujours Dante droit dans les yeux, mais il avait parfaitement entendu l'offre de Cassie et semblait y réfléchir. Après un bref instant, il afficha un sourire plein de dents. « Vous savez quoi, les mioches? Attendez la fin du match et on ira s'asseoir pour en discuter. Hammerhead doit faire une pause après ce combat. On sortira pour parler de ce que vous avez à nous proposer. »« Merci. » Cassie souriait toujours comme si elle avait un cintre coincé en travers la gorge. Dante et l'entraîneur se toisèrent encore quelques instants, avant que Cassie ne tire son petit ami vers le gros de la foule. La cloche ne tarda pas à retentir. Le match débutait. Ce fut un combat très bref.
Dante et Casey, bouche bée, virent Hammerhead traverser le ring à toute vitesse pour asséner son premier coup, avant même que la cloche ait cessé de vibrer. Dans son coin, le petit chauve à la tunique orange se tourna vers son adversaire pour recevoir sur la tête un coup d'une violence inouïe, qui faillit le mettre KO alors que le match n'avait commencé que depuis 2 secondes. Il reprit cependant ses esprits à une vitesse surprenante, et, au plus grand étonnement de la plupart des spectateurs, y compris Casey et Dante, mais excepté Sanchez, le petit chauve flanqua à Hammerhead une dérouillée telle que celui-ci n'en avait jamais connue. Tout d'abord, avec une rapidité incroyable, le petit chauve décocha un coup de poing excessivement puissant dans la gorge d'Hammerhead, qui, pris de vitesse, eut la respiration coupée nette. Ce premier coup fut suivi, une fraction de seconde plus tard, par un coup de pied sauté qui frappa le côté gauche du visage du boxeur. Avant qu'Hammerhead ait compris ce qui lui arrivait, sa gorge se retrouva dans l'étau du bras du petit chauve, et sa trachée artère fut aplatie. Rideau pour Hammerhead. Le combat s'acheva au bout de 30 secondes. Dans un premier temps, la foule resta silencieuse, abasourdie, incertaine, d'avoir bien vu ce à quoi elle avait assisté. Tous ceux qui avaient misé sur la victoire d'Hammerhead, et ils étaient sacrément nombreux, voulaient croire à tout prix que le combat avait été truqué. N'importe quel combat où un type était nettement plus petit gagné était toujours truqué. Malheureusement, cette fois-là, cela ne semblait pas être le cas. Hammerhead ne s'était jamais laissé battre aussi facilement par un adversaire aussi insignifiant et ridicule que Peto l'innocent. C'était forcément un vrai combat. Lorsque l'ensemble des spectateurs comprirent ce qui s'était passé, un rugissement assourdissant s'éleva, un mélange de huées et de vivas. Des huées parce qu'à peu près tout le monde venait de perdre de l'argent, et de vivas parce que ça changeait un peu, et très agréablement, de voir un type né apparemment pour perdre l'emporter de façon si éclatante sur une brute telle que Hammerhead. Peto et Cal restèrent plantés sur le ring, étourdis par les acclamations tonitruantes, tandis qu'Hammerhead, inerte, était transporté au dehors, sous des sifflements redoublés. Peto venait de prendre la place de combattant à vaincre. Tous ceux qui se trouvaient sous le chapiteau souhaitaient le voir combattre encore. Une seule question occupait les esprits. Qui serait son prochain adversaire ?